tout le monde. Eh bien, bienvenue en ce vendredi après-midi ensoleillé, veille d'un week-end qui s'annonce un peu animé en région parisienne. J'espère que tout le monde est comme Jérôme, Davy, Sébastien et moi installés à la maison tranquillement et ne va pas subir les affres de la circulation ce soir. On a une session aujourd'hui qui est tournée résolument vers le cloud. Je vais laisser mes camarades de jeu se présenter. Mais la thématique de cet après-midi, 2 heures avec vous pour parler cloud. Session interactive. Nos speakers sont là pour répondre à toutes les questions. Donc, sentez-vous très à l'aise pour poser des questions via le chat. Je ferai en sorte que les questions soient traitées. Et si vous voulez prendre la parole en audio et en vidéo, là-dessus, soyez très à l'aise. C'est aussi faisable. On va commencer par un petit tour de table. Alors, tout le monde ne va pas se présenter, juste les speakers de cet après-midi, sinon on va y passer trop de temps. Jérôme, je te laisse te présenter, nous préciser ce que tu vas présenter tout à l'heure. Parfait. Merci beaucoup Arnaud pour l'invitation. Très content d'être parmi vous. Donc moi, je suis Jérôme Chapelard. Je suis en charge de la France et l'Europe du Sud chez Orca Security, qui arrive donc en France. Société créée en 2018 qui s'occupe de la sécurité du multi-cloud. Et donc, je passerai en dernier, donc je me présente en premier. Et vraiment, merci Arnaud de l'invitation. Très content de pouvoir échanger avec nos pairs. Jérôme, bienvenue, ravi de t'avoir avec nous. On enchaîne avec Sébastien. Bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Sébastien, je travaille pour Amazon Web Services, qui est un fournisseur de cloud, un des fournisseurs de cloud sur lequel vous pouvez déployer votre infrastructure et vos données et bien plus. Mais je ne suis pas là pour parler d'AWS aujourd'hui, on va parler de résilience d'applications. Vous savez, ces petites choses que vous qui êtes architecte ou qui êtes développeur, vous pouvez faire dans votre code, dans votre architecture pour augmenter la résilience d'une application. J'expliquerai c'est quoi aussi la résilience d'une application. En gros, c'est résister aux pannes. Tu es en mute. Tu as coupé ton micro. Bienvenue Sébastien, bien vu. Et Sébastien, je te remerciais. Ravi de t'avoir avec nous cet après-midi. Sujet hyper intéressant. Et last but not least, Davy, qui va être le premier à animer la session. Davy, je te laisse la main. Ok, merci beaucoup Arnaud pour l'invitation et pour l'opportunité. Davy Adam, je suis ravi de vous rejoindre pour cette session, effectivement, où je retrouve des gens que je connais, comme Sébastien, avec qui on a travaillé de longue date sur le sujet. Je suis moi-même consultant freelance chez WiseBear et je m'occupe aujourd'hui principalement de formation AWS. Donc moi, je vais vous parler d'AWS. Et aussi de mise en conformité avec les contraintes de la mise en conformité globalement, en quoi le cloud public nous challenge potentiellement sur cette approche, et le fameux nouveau projet qui nous délivre de ce challenge qui s'appelle ASEA pour AWS Secure Environment Accelerator. Donc je vous donnerai plus de détails sur ce sujet. Top. Davy, on te laisse démarrer. Je t'ai nommé côte de la Réunion. Tu as la main. Je suis honoré. Tu es honoré. Et alors, nous, on est tout oui. Je vais commencer par partager l'écran 2, puisque le mien marche. Ok, tu le prends comme ça. Ouais. Allez, je nous commence notre chrono, histoire de ne pas déborder. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, on va parler de mise en conformité dans le cloud et d'un cas particulier, mais on va commencer. Donc, je me suis présenté tout à l'heure, je vous passe celle-ci. Vous me retrouverez sur LinkedIn. J'anime aussi beaucoup de sessions webinaires sur ces sujets-là, mais aussi sur la partie devenir freelance. Je vous en reparlerai en off s'il y en a qui ont besoin. N'hésitez pas à venir me voir. Donc, nous, on va commencer par parler de conformité. Qu'est-ce que c'est que la mise en conformité? Conformité par rapport à quoi? Par rapport à un cadre. Et ce cadre nous permet tout simplement de savoir où on va. Ce cadre, c'est une espèce d'accord qu'on prend ensemble pour se dire, ça va se passer comme ça, je vais respecter ces engagements, et de votre côté, vous pouvez compter sur moi pour les respecter. Ce cadre, je le définis comment? J'en hérite un petit peu, parce que, qu'on le veuille ou non, contrairement à certaines personnes connues aujourd'hui qui inventent des passés qui n'existent pas, la réalité est bien ce qu'elle est, et donc, moi, j'existe dans un pays aujourd'hui, un pays qui a des lois. Je fais un métier, formateur, consultant, dans lequel j'ai des engagements de qualité, de sécurité à prendre. Il se trouve que si je récolte vos données, par exemple personnelles, j'ai des obligations légales qui sont données par
un cadre que vous connaissez bien qui s'appelle RGPD, GDPR, qui permet de garantir aujourd'hui que je vais respecter, on va dire, un certain nombre d'engagements sur ces données que j'ai collectées. Donc, le cadre, ça me permet d'être sûr de ce qui va se passer. Ça me permet de sécuriser au sens le plus large du terme, c'est-à-dire éviter qu'on propage à l'extérieur des informations critiques, éviter qu'on puisse venir me les voler, éviter que quelqu'un puisse les manipuler sans qu'on en ait la moindre trace et qu'on ne sache pas ce qui s'est passé. Me garantir que quoi qu'il arrive, même avec des moyens techniques que j'ai utilisés moi-même, eh bien, je garantisse l'intégrité des données et la fiabilité. Donc, cette norme, c'est une assurance pour moi. Alors, d'abord interne, hein. Quand je me mets en conformité, c'est avant tout pour moi-même. C'est-à-dire, je valide le fait que je sache où je suis, je sache où je vais et je sache les moyens que je mets en œuvre et je m'y conforme régulièrement. Et puis, c'est aussi un engagement pour les partenaires et ça, c'est essentiel. Moi, si je suis je dirais, fournisseur d'une offre de service quelconque, je vends des chaussures, je vends du poisson, bah, il faudrait peut-être qu'en face, les clients qui viennent me voir puissent être assurés le fait qu'en venant dans ma boutique de poissons, ils n'ont pas un requin qui veut leur sauter dessus. C'est peu commun, mais on ne sait jamais. Hein. Des fois, vous auriez des requins en liberté dans vos poissonneries. Je vais vous donner un autre exemple. Quand vous allez à l'hôtel, vous ne vous occupez pas de savoir si l'hôtel est solide en termes de murs, hein, de locaux. Vous ne vous occupez pas de savoir s'il y a des sorties de sécurité, s'il y a des extincteurs. Parce qu'en fait, pour que l'hôtel puisse exister et avoir le droit d'exister, il a fallu qu'il prenne ses engagements. Vous allez dire, oui, mais comment je le sais? Eh bien, l'hôtel, comme moi, je vais devoir répondre à des organismes d'accréditation. C'est par eux qu'on va passer, qu'on a la nécessité de passer. Vous allez me dire, mais tout ça, on le connaît déjà. C'est vrai, oui, c'est un état de fait. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui pour nous. C'est-à-dire qu'on va aller se référer à des organismes qui ont pris les devants, c'est-à-dire que ces organismes représentent des groupes de personnes qui ont dit la norme que nous représentons, c'est ça. C'est toute une liste de paramètres à connaître, à mettre en place et de moyens, bien sûr, qui les accompagnent à mettre en œuvre pour que ça fonctionne et que ce soit garanti. Donc, je vais me référer ensuite selon le territoire où je suis, selon le métier où je suis. Mais attention, pensez aux externalités, pensez aux liens, à l'extraterritorialité. Si je suis aujourd'hui en France, j'ai des RGPD à supporter. Mais si je suis au Brésil, est-ce que je supporte RGPD? Ça dépend si vous travaillez avec des Européens. Et donc voilà, le fait de travailler dans un cadre peut-être plus large va m'amener à avoir un souci des normes et des accréditations que je vais devoir obtenir ou respecter. En France, on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Eh bien, c'est la même chose pour nous. On est censé connaître nos cadres et être capable de s'y référer et de potentiellement, évidemment, rendre des comptes. Donc, ces accréditations, ça veut dire donc, que je suis des réglementations, puis ensuite que je les applique, mais je dois être capable d'être audité régulièrement. Et quand on va passer, par exemple, par l'usage, reprenons l'exemple qui va être le nôtre dans quelques instants, d'un cloud public, d'un partenaire tierce, il va falloir qu'on regarde si ces normes sont respectées, à quel endroit, à quelle mesure, et qu'est-ce qu'il me restera à faire pour être potentiellement détenteur de ces accréditations. Petit détail que je précise tout de suite, je rappelle que ces accréditations sont nominatives, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à l'entreprise ou l'entité qui les demande. Et je ne les obtiens pas de fait quand je travaille avec un partenaire qui les utilise. D'accord ? Si vous allez dans votre banque est accréditée pour être une banque, pour faire ce qu'il faut, mais ce n'est pas parce que vous allez dans cette banque que vous êtes accrédité de fait parce que vous êtes client de la banque. Il faut toujours se rappeler que c'est une responsabilité personnelle. Donc, se mettre en conformité, ça veut dire connaître le cadre. On n'est pas censé ignorer ce cadre. Un client, moi, chez qui je débarque et qui me dit qu'il n'était pas au courant qu'il devait être ISO ou PCI DSS, ça commence déjà à m'inquiéter dès le premier jour, hein, beaucoup. Ensuite, ça veut dire définir des règles et des meilleures pratiques à appliquer en interne de l'entreprise. Donc, ça va avoir un impact sur l'organisation humaine, sur les prises de décision, sur la traçabilité de ces prises de décision. Puis, on aura des moyens de les mettre en œuvre. Donc là, on va arriver dans les outils. On aura des procédures, on aura une organisation humaine, mais on aura aussi potentiellement le besoin d'avoir, je dirais, les moyens de pouvoir visualiser concrètement ce qui se passe. On aura aussi des moyens de contrôle, réglementer les accès.
des utilisateurs, des utilisatrices, des permissions, et puis des moyens de tracer tout ça. Et une des contraintes, évidemment, ce n'est pas d'être conforme, c'est d'être conforme en continuité. Et ça devient le challenge. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être sûr que ce cadre soit respecté, quoi qu'il arrive, tous les jours. Et ce, dans un environnement qui va changer. Et oui, on va se mettre en perspective tout de suite. Nous, on va dans le cloud. Le cloud privé, on oublie. Je rappelle que le cloud privé n'a de cloud que le nom, hein, et que la prétention. Donc moi, je vais dans un cloud public, et le cloud public, c'est un endroit où je vais pouvoir innover, changer des choses, tester des choses, en remettre d'autres en place, les enlever, les supprimer. Donc avec ce mouvement constant, j'ai besoin de pouvoir me rassurer sur le fait que je vais pouvoir quand même créer un cadre qui accepte qu'on puisse innover, changer, tout en garantissant nos engagements. Donc, ma contrainte va être comment faire en continuité, en mouvement, pour assurer la traçabilité constante des éléments avec lesquels je joue, sachant que, bien sûr, la loi dans laquelle je suis peut changer aussi. Les réglementations que je suis, elles-mêmes, les réglementations, oui, peuvent changer aussi. OK, donc, notre objectif, ça va être de tracer tout ça. Maintenant, quel est le problème ou le challenge quand on rentre dans un cloud public ? Le problématique, c'est une question de partage de responsabilité. Dans ma carrière, il m'est arrivé de croiser des clients qui étaient persuadés que le cloud, c'était nativement hautement disponible, redondant, automatisé, monitoré, du serverless partout. C'est chiffré et sauvegardé. S'il y a un problème, il me répare tout ça. Donc, voilà à quoi ressemble le cloud pour certains clients. C'est-à-dire, hop, il n'y a plus rien à faire, je peux vous virer, vous envoyer au chômage, c'est fini, il n'y a plus besoin de vous. Ça tourne tout seul. D'ailleurs, on n'a même plus besoin du patron de la boîte non plus. Alors, quand vous lui dites ça, en général, il aime moins. Il veut bien vous virer, mais lui, il ne veut pas partir. Donc, la réalité du cloud, attention, ça va vous choquer, c'est que le cloud, ce n'est rien d'autre qu'une énorme boîte à outils qui est là pour assurer la capacité d'accueillir nos besoins. Donc, c'est à vous de l'utiliser. Alors, je ne vais pas vous faire de la littérature ici, je vous laisserai ça à lire plus tard. Mais l'idée, c'est de rappeler que ce que je fais dans le cloud, c'est ce que moi j'ai décidé. Ce n'est pas ce que le cloud décide. Donc, il faut d'abord que je vienne avec mon métier, avec mes besoins, avec mes outils, et que je vois ensuite comment j'emploie cette gigantesque boîte à outils pour arriver à mes besoins. Et ce n'est pas le cloud qui va faire le boulot, ça va être à moi de m'approprier les outils pour ensuite en tirer le meilleur parti possible. OK ? Voilà une notion on ne peut plus importante. Quand je donne des formations Amazon, je dis toujours c'est la slide la plus importante que vous puissiez voir chez Amazon. Parce que c'est là que réside souvent la raison pour laquelle certains clients vont rater littéralement leur projet. C'est qu'ils n'ont pas compris ce travail, cette responsabilité partagée, ce travail de reconnaissance de qu'est-ce qu'ils ont à faire et qu'est-ce qu'Amazon fournit, Amazon ou d'autres d'ailleurs, hein, fournisseurs de cloud. La shared responsibility, c'est comprendre que quand vous allez à l'hôtel, vous n'êtes pas propriétaire ni du lit, ni des draps, ni du robinet, ni de la télé. Ça ne sert à rien de la débrancher du mur. Hein. Vous n'avez pas le droit de l'emmener, ni la porte, ni les murs. Vous êtes propriétaire de vos bagages, de votre corps, de vos idées. C'est tout. Et c'est la même chose. Quand je vais dans un cloud public, je ne suis pas propriétaire du cloud. Je ne suis que locataire. Je viens profiter de l'offre de service avec la liberté que ça me donne aussi et l'agilité que ça me donne. Donc, il faut que je comprenne que ça veut dire que le cloud va s'engager, lui, à faire une partie d'infrastructure, matériel, etc., automatisé, fait par eux, dont je ne verrai peut-être pas la couleur moi-même, dont je n'aurai pas la maîtrise, mais dont j'aurai l'usage. Au même titre que quand vous allez à l'hôtel, on va probablement vous refuser l'accès au sous-sol pour aller voir l'état de la tuyauterie. Parce que ce n'est pas légitime. C'est leur boulot à eux, c'est leur engagement. Et moi, quand je vais à l'hôtel, c'est pour louer une chambre, pas pour aller faire de la plomberie. Donc, quand je vais dans un cloud, ce n'est pas pour voir comment ils ont fait. C'est pour pouvoir m'y installer, vivre et profiter des bénéfices du cloud. Oui, mais t'es sympa. Avant, moi, je gérais tout ça. Et comment je fais pour savoir ce qui se passe? Très bonne remarque. Comment on fait pour savoir ce qui se passe? Donc ça, on regardera tout à l'heure, on montrera quelques services avec lesquels on peut obtenir des informations que le fournisseur de cloud va nous apporter. Au même titre que l'hôtelier doit vous fournir des accréditations et des certifications, les mêmes que vous aviez précédemment, pour vous rassurer sur le fait qu'il ait fait déjà le travail, ce qui est un bénéfice plus que notable pour nous. Autre notion importante, vous avez aujourd'hui chez Amazon ce qu'on appelle la Well Architect Framework, c'est-à-dire un guide, on va dire d'abord culturel et puis ensuite pratique, des notions les plus importantes pour se retrouver dans le cloud.
Ce qui m'arrive souvent, c'est d'avoir des clients qui me disent au bout d'un moment, tu sais, moi, dans le cloud, c'est sympa, je vois plein de nouveautés, mais je t'avoue que dans mon projet, je suis un peu perdu. Et je ne sais plus du tout si je suis en train de prendre les bonnes décisions ou pas. Well Architect Framework, c'est une grille de lecture qui va me permettre d'aller interroger mes décisions. Et dans le cadre d'une norme, d'un standard ou d'une mise en conformité, j'ai besoin d'avoir ces assurances le plus tôt possible. Je ne peux pas aller vivre dans le cloud, faire n'importe quoi pour rester très poli, et puis m'en apercevoir au bout de 6 mois quand j'ai un audit et que je perds mon accréditation. Donc, il faut que je puisse tout de suite avoir cette grille de lecture qui me permet d'interroger les décisions. Est-ce qu'en termes de sécurité, c'est bon? Est-ce qu'en termes de fiabilité, c'est bon? Est-ce qu'en termes de performance, c'est bon? Sachant qu'on parle des piliers de la Well Architect Framework, ces piliers soutiennent la même chose, c'est-à-dire votre infrastructure, votre application. Si vous touchez un des piliers et que vous l'affaiblissez, il affaiblit forcément les autres. Vous avez forcément un lien de dépendance entre les deux. Vous ne faites jamais une décision de sécurité qui n'a pas d'impact de coût, par exemple. Ou vous ne faites jamais une décision de résilience qui n'a pas d'impact sur la sécurité ou la performance. Tout est forcément lié, mais évidemment, vous aurez des sujets plus importants que d'autres. Il faut connaître donc l'architecture qu'on a derrière. Amazon, ce sont des régions, des localités territorialisées. Comme je le dis en formation, une région, c'est un pays. Il n'existe aucune région qui s'attache pas sur plusieurs pays. Pourquoi? Mais parce que sinon, on aurait la problématique de répondre à plusieurs lois en même temps, ce qui ne serait pas possible. Donc, une région, c'est un endroit où je vais me localiser pour pouvoir respecter au plus près mon cadre. Si vous êtes en Europe, peut-être que la France, ça va, peut-être que l'Allemagne, ça va, peut-être que l'Italie, ça va, peut-être que Londres, ça va plus. Eh oui, Brexit. Donc, on n'est plus sur la même législation. Ensuite, à l'intérieur des régions, j'ai les EIT zones qui sont un autre indicateur qui me permet de créer de la résilience. C'est un ou plusieurs data centers et redonder entre eux pour créer une opportunité d'être résilient. Et puis à côté de ça, j'ai encore d'autres architectures. J'ai les local zones, j'ai les edge location qui viennent nous aider en bordure à soutenir certains mécanismes. Voilà. Donc, pour pouvoir le faire dans le cloud ensuite, il va falloir que j'utilise les bonnes méthodes. Donc, il y a la compréhension, la présentation de la Well Architect Framework, tout ça, j'ai compris. Mais il va falloir que je planifie ce que je veux faire. Il va falloir que je m'approprie les services et ensuite, je transpose mon modèle à l'intérieur du cloud. Il va falloir penser à automatiser le plus possible dès le départ. D'abord, parce qu'à la main, on fait mal. On n'a pas le temps de faire à la main. Et je dis toujours, si vous voulez faire des trucs à la main, vous inscrivez à un atelier poterie. Donc, nous, ici, on va optimiser au maximum. Et pour automatiser, on va automatiser. Et on va automatiser pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on automatise, ça veut dire qu'on documente, donc on se prépare aux audits. Ça veut dire qu'on peut rejouer les documents. Et ça veut dire que ce qui va être accompli est écrit en amont. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre que ça arrive et que ce soit cassé pour contrôler ce qui est écrit, puisque c'est déjà écrit. Faisons directement à la source. Quand vous voulez préparer une tarte salée avec des œufs, et vous sentez que les œufs puent, ça ne sert à rien de faire la tarte pour s'apercevoir que ce n'est pas mangeable. Vous savez déjà que les œufs sont mauvais dès le départ. Donc, on va à l'endroit, à la source directement. Ce qui va nous amener dans des chaînes de mise en place de qualité, avec de l'automatisation derrière, avec des pipelines d'automatisation. Mais vous allez aussi automatiser parce que vos équipes ont besoin de cette automatisation et vont y avoir recours. Donc, il nous faut utiliser les mêmes méthodes, les mêmes outils pour pouvoir faire que dans le cadre qui est le leur, dans l'usage qui est le leur, ils aient l'opportunité de l'automatiser et que nous, on ait l'opportunité de suivre leur rythme tout en garantissant le cadre. On va variabiliser aussi pour pouvoir être capable de reprendre ces environnements à des endroits différents, à des moments différents. On va variabiliser en faisant qu'un même document puisse exister pour le dev, la test, la QA ou la prod. Qu'on puisse le faire en France, en Allemagne, à Dublin ou en Italie. Donc, on a besoin de cette variabilité pour être sûr qu'on n'ait pas à refaire le boulot 50 fois, ce qui ne servirait pas à grand-chose, surtout si on peut le faire dès le départ. Donc, on a besoin de cette notion-là. On va parler d'infrastructure as a code. Probablement que certains d'entre vous connaissent déjà cette notion. L'infrastructure as code, c'est se rappeler que quand je consomme un cloud AWS ou les autres, je ne consomme que des API à très peu de choses près. C'est-à-dire que je ne consomme rien de physique moi-même. Quand vous demandez à créer un VPC, il n'y a pas quelqu'un qui se balade dans un data center pour brancher des switches. Ce n'est pas ça. C'est une organisation logique et moi, je consomme juste du service. Ça veut dire que tout ce que je veux créer comme architecture, ce ne sont que des appels d'API que je peux écrire dans un document. Puis ensuite, ce document, je peux l'utiliser
pour m'y référer. Et puis, pour que ce soit fiable, eh ben on teste, et puis on teste, et 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 on teste. Et vous testez tout le temps, en continuité. On a besoin de tester tout ce qu'on fait pour être sûr que ce soit fiable. On teste pourquoi? Pour vérifier que ce soit fiable, et surtout pour vérifier qu'on soit toujours à jour. Si vous avez mis en place une contre-mesure à un problème, mais que ce problème est basé sur une application qui a changé de comportement, qu'est-ce qui vous dit que la contre-mesure est toujours viable? Et si on a oublié de prévenir qu'on avait changé ce comportement, on a oublié de le tester, on n'est pas en mesure de le tester. Donc, il faut le tester. Ça porte un nom, d'ailleurs, dans le cloud. Petite référence à nos amis de Netflix. Ça s'appelle le Chaos Engineering, référence au Chaos Monkey. Et la pratique de casser volontairement pour vérifier si ça fonctionne. Personnellement, je préfère tirer sur ma ceinture de sécurité quand je monte dans le véhicule plutôt que d'attendre d'avoir le pare-brise et mon cerveau qui se marie. C'est la même chose. Je teste avant, quand je suis au repos, je peux encore me sécuriser. Donc là aussi, cette pratique m'amènera de la vertu. C'est-à-dire que même si quelque chose casse, comme je teste continuellement, je sais réparer beaucoup plus rapidement. Et donc, je réduis aussi mes impacts. Alors, qu'est-ce qu'on a comme service pour nous aider? Alors, je sais que le temps est compté. Si on avait beaucoup de temps, on passerait 3 jours dessus. Mais là, on va faire une liste assez rapide. Qu'est-ce qui nous aide à tout ça chez Amazon pour mettre en place un cadre conforme, sécurisant, rassurant? On a la structuration, évidemment, des éléments de réseau et de stockage. Je m'aperçois que j'ai oublié 2 trucs. Donc, en stockage que j'ai oublié, on a S3, on a les disques BS qui sont des stockages au repos, qui sont chiffrables, qui nous supportent la réplication, qui supportent les backups, évidemment, qui sont versionnables et qui nous assurent la possibilité que la donnée soit stockée durablement, avec du contrôle d'intégrité et en plus transposable à plusieurs endroits. En base de données, Aurora, DynamoDB, RDS, même chose. On aura des systèmes de base de données qui sont eux-mêmes capables d'être résilients, capables d'être redondés et capables d'être chiffrés pour les besoins. Tout ça étant lié ensuite, évidemment, au système de permission. On aura la structuration du réseau. Évidemment, quand on passe conformité, on passe sécurité. Sécurité, souvent, on pense au réseau. Évidemment, la sécurité de l'information, c'est beaucoup plus large que ça, mais ça fait partie. Donc, j'ai besoin de structurer mes réseaux, d'isoler. Un VPC, Virtual Private Cloud, c'est un isolant réseau qui me permet de structurer des bulles d'isolation, puis ensuite peut-être de les mettre en relation. J'ai besoin d'un load balancer pour distribuer la charge et m'adapter à ce qu'il va y avoir derrière. Je vais avoir besoin peut-être d'avoir une connexion fiable entre Amazon et moi et de ne pas passer par du VPN simplement par Internet. C'est le Direct Connect avec des contraintes matérielles derrière. La Transit Gateway nous permettra, elle, d'aller beaucoup plus loin, d'aller à une très grande échelle quand j'ai du peering, par exemple, jusqu'à 5000 VPC. Donc là, on passe sur une très grosse architecture, mais des architectures complexes qui existent et qui sont nécessaires. Et puis, je peux avoir besoin de services de DNS ou de distribution de CDN. Ce sera le rôle de Route 53 et CloudFront. On a bien sûr aussi des outils de monitoring et de supervision. Bah oui, qui dit audit, dit supervision, dit besoin de traçabilité. Donc, on va avoir des outils comme Trusted Advisor qui rappellent les best practices. On va retrouver les Well Architect tools qui vont nous aider à préparer notre projet et à le continuer. On va retrouver Control Tower qui est aujourd'hui un service essentiel. S'il y a bien un service que je vais vous inviter à aller voir en dehors de cette présentation, c'est bien Control Tower parce que ça devient un service aujourd'hui indispensable pour la création de toute entité qui va pouvoir chapeauter l'automatisation des déploiements d'une très grande partie de notre cadre et on va le retrouver dans l'illustration dans quelques instants. On aura CloudWatch pour les métriques, CloudTrail pour les logs, X-Ray pour la visibilité des relations entre les microservices et leur fonctionnement. CloudFormation, évidemment, qui est un service essentiel pour l'infrastructure as code, puisque c'est par lui qu'on va passer pour écrire les templates des architectures et les déployer. Et on va distribuer tout ça au service de Service Catalogue. Service Catalogue nous permettant de préparer tout ça de façon à ce que ce soit consommé facilement par nos collaborateurs et collaboratrices. Ah oui, le but de créer une architecture cadrée, ce n'est pas non plus que ce soit trop contraignant à utiliser. Donc, il nous faut des services pour distribuer tout ça en contrôlant bien sûr ce qui se passe avec des contraintes. Et puis, si je veux contrôler ce qui s'est passé, je peux regarder avec AWS Config, service d'inventaire, traçabilité des changements, système manager, lambda, seront là pour nous aider ensuite à remédier quand on n'est pas conforme. On aura AWS Organization pour la structuration des multiples comptes AWS. Et oui, un seul compte, aujourd'hui, ce n'est plus du tout conseillé. Donc, on conseille d'en avoir plusieurs, mais faut-il encore pouvoir les gérer communément avec des partages de services? Et puis, on aura des services comme EventBridge qui vont venir s'adosser à CloudWatch ou Step Function pour l'orchestration. Et on va finir cette liste par les services inhérents à la sécurité et à la conformité. Avec IAM, bien évidemment, gérer les permissions, c'est un élément essentiel pour nous de gérer les permissions
dans le cloud. D'ailleurs, vous commencez par ça. Et dans la shared responsibility, c'est le strict minimum que vous avez au moins à faire pour tout service. Et puis ensuite, on a les outils d'authentification, de certification avec Cognito, avec ACM, avec Directory Services pour Microsoft Active Directory, le Single Sign-On, Secret Manager et Parameter Store pour la gestion des secrets et la conformité de leur gestion, chiffrement, rotation automatique. Et on va retrouver des services ensuite dédiés à la traçabilité et à la conformité avec Guard Duty, Macy, Inspector, Detective, qui vont nous donner un coup de main à détecter ce qui ne va pas potentiellement dans des patterns de documents avec Macy, dans des comportements d'infrastructure avec Guard Duty, dans des vulnérabilités système applicatifs avec l'Inspector. Et le Security Hub me permet de centraliser tout ça en un seul point, ce qui va bien sûr être d'une grande aide quand on a des nouveaux projets qui apparaissent toutes les semaines, des grandes architectures avec de multiples comptes, pour arriver à cadrer ce qui est en train de se passer, que le cadre est respecté partout. Il nous faut une tour de contrôle pour ça, c'est le Security Hub ainsi que Detective. Et puis j'ai des services de chiffrement comme KMS, Cloud HSM, de gestion de clés. J'ai des services de conformité. AWS Artifact sera celui que vous allez aller voir. AWS Artifact va nous permettre de récupérer nos rapports de conformité et aussi de les accepter. Et oui, il faudra dire je suis d'accord pour qu'Amazon représente cette partie de mon accréditation PCI DSS, puisque de toute façon, ils le font déjà pour moi en dessous et je n'y ai pas accès. Donc, tant qu'à faire, autant que je visualise ce qu'ils aient fait et que je sois d'accord avec. Maintenant, le problème de tout ça, c'est que jusqu'ici, il fallait vous débrouiller tout seul. C'est-à-dire qu'Amazon, comme Google, comme Azure, disaient, voilà les best practices, vous avez des formations, vous avez des consultants, voilà les documents, on a plein d'exemples, allez-y. Ce qui n'est pas impossible. Mais je vous avoue que quand vous rentrez dans un cloud, que vous changez déjà toute la façon de travailler, de procéder, de développer, ce n'est pas très rassurant de devoir réinventer le cadre en même temps. Sachant que ce cadre, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est hors de question que je vive sans que ce cadre existe pendant 3 ou 6 mois. Parce qu'il en va de la continuité de mon activité. Peut-être que je n'ai plus le droit d'exercer si je ne suis plus aux normes. Et donc, le problème, c'est que beaucoup de clients se sentent dépassés par ce genre de démarche. C'est complexe. Ne nous l'aurons pas, c'est complexe. Ce n'est pas impossible, mais c'est complexe. Donc, il est arrivé récemment, grâce à nos amis du Canada et à Amazon en Amérique du Nord, que la demande du gouvernement canadien de faire migrer toutes ces institutions gouvernementales vers le cloud motive un travail commun entre les deux. C'est le projet AWS Secure Environment Accelerator, qui va en fait réunir nos deux besoins. Amazon a le savoir-faire, ils savent déjà faire ça, ils savent manipuler leurs propres services. Enfin, vaut mieux quand même ceux qui les fournissent. Donc, en général, on leur fait confiance là-dessus. Et le gouvernement canadien qui dit, moi, je veux bien aller là-bas, je veux bien vous emmener tout mon gouvernement, mais vous vous rendez bien compte que je ne peux pas me permettre de prendre 1 an pour m'approprier tout ça. Donc, vous savez faire. Si vous m'aidez à faire, alors je vous garantis que je viens chez vous. Et donc, c'est le programme ISOA. Il est né de cette initiative, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de juste vous dire, voilà les best practices, on vous les a écrits. Donc, vous avez un lien ici sur GitHub. Je vous le mettrai en partage après. Je vous invite évidemment à aller récupérer ce que ça contient. Ça contient quoi? D'abord, un descriptif de la démarche, pourquoi ça a eu lieu, etc. Des documents d'architecture très détaillés. Donc là, vous savez ce qui est en train de se passer. Tout est décrit. Vous savez pourquoi ça existe, les relations des éléments. Vous avez aussi, élément très utile, les templates, c'est-à-dire que vous n'avez pas inventé tout ça. C'est déjà préécrit. Amazon vient avec aujourd'hui toute une collection de templates, de scripts, d'éléments pour installer le produit, le faire déployer. Et ces templates, bien sûr, sont personnalisables. Vous allez dire, ouais, parce que moi, jusqu'ici, si tu veux, je ne suis pas canadien, donc je ne voyais pas trop l'utilité. Oui, mais l'utilité, c'est que ces templates sont libres d'usage après. Et les normes utilisées au Canada, vous savez quoi? On n'est pas loin d'avoir les mêmes en Europe. Et c'est là l'utilité de cette démarche, c'est qu'elle ne parle pas qu'au Canada, elle parle à tous les pays et à tous les clients des pays qui ont besoin de respecter des normes. Vous avez en commun dans toutes les normes mondiales un certain nombre de principes d'isolation des réseaux, de segmentation, d'audit, de chiffrement des données au repos, au mouvement, de backup, etc., etc. Souvent, ce qui va changer ensuite, c'est les durées de rétention, le niveau de chiffrement, etc. C'est des détails presque tout ça. Donc là, l'avantage, c'est que c'est déjà tout préfet. J'ai juste à suivre les instructions et je le déploie chez moi. Et donc, pour un nouveau projet qui arrive, boum,
je peux le déployer déjà toute clé en main. C'est comme si vous me disiez, je veux créer ma maison, mais vous savez quoi, je ne suis pas bricoleur pour 2 sous, et faire le gros œuvre dans une maison, c'est bien la dernière chose qu'il faut faire quand on est amateur. Parce que cette maison, elle n'est pas là pour 3 mois ou 6 mois. Cette maison, elle est peut-être là pour 50 ou 70 ans. Donc, il faut que les fondations soient solides. Et donc, c'est l'objectif de cette démarche, c'est d'avoir un cadre déjà pré-structuré, solide, qui contient nos besoins de mise en conformité. Ça vient avec quoi d'autre? Donc, excusez-moi, hop, je reviens juste sur la shared responsibility. Donc, en fait, ce que nous, on vient faire, c'est cette partie-là, ici. ASEA vient nous aider à faire tout ce qui est dans notre responsabilité, mais qu'Amazon sait très bien faire et donc peut nous préparer en amont. Donc, toute cette couche intermédiaire entre les gens qui consommeront des applis dans votre cloud et le cloud lui-même que vous ne direz pas, ben, toute cette couche intermédiaire, c'est ASEA qui va l'incarner. Pré-structuration des réseaux, pré-règles IAM déjà définies, check de conformité avec AWS Config et d'autres règles de ce type. Je vais avoir quoi comme type de contrôle? Il y a une liste de douzaines de contrôles ici. Vous avez, alors, c'est la liste simple. Il y a une version avec 91 contrôles prédéfinis par défaut. Et vous pouvez aller beaucoup plus loin que 91. Hein. On peut en rajouter. Donc, vous avez bien sûr la protection du compte root. Ça, c'est essentiel. Vous avez la gestion des privilèges. Là aussi, on revient sur les best practices qu'on vous donne régulièrement en formation. L'accès à la console, le monitoring des comptes, la localisation des données, protection des données au repos et au transit, segmentation de l'organisation, la sécurité des réseaux, prévention à la cybersécurité et aux attaques, la partie logging et monitoring et configuration des outils tierces. Vous savez quoi, moi, cette liste, ça fait 10 ans que j'en parle à mes clients, même quand je faisais du VMware à l'époque. Donc, on est à peu de choses près dans les mêmes besoins qu'on a partout. Et c'est pour ça que je viens vous en parler aujourd'hui, même si vous n'êtes pas canadien. Ce modèle, en fait, s'applique très bien en Europe et en France. Et donc, à partir de là, on peut s'appuyer dessus. Petit pic aux concurrents, ni Azure ni Google ne font ça aujourd'hui. Donc, voilà, j'en profite. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, bon, on va faire simple, on va faire court. Hein, je ne vais pas non plus y passer trop de temps. Ça veut dire que vous avez une structuration réseau déjà prédéfinie avec des isolations. Bien sûr, pour les novices, c'est une slide un peu impressionnante. Pour les habitués, vous commencerez à la lire et à faire du sens. Dans les documents d'ASEA, hein, sur le GitHub, vous avez un descriptif plus détaillé avec chaque brique. Quel est le rôle? Ce qu'on va mettre en œuvre ici, c'est par exemple une DMZ, une zone d'entrée dédiée, Perimeter VPC, qui va être un VPC dans lequel on va retrouver tous les outils de sécurité nécessaires pour que les clients soient à l'aise, outils de détection d'intrusion, vos proxys, avec par exemple ici des règles de firewall. On retrouvera le WAF d'AWS évidemment en front pour nous protéger, le Direct Connect si on en a besoin, si on en a monté un, sinon la liaison VPN. Et ce VPC est relié à d'autres VPC. C'est ceux qui ne connaissaient peut-être pas la Transit Gateway, c'est peut-être une des slides qui parle le mieux de la Transit Gateway, de son usage. Donc là, on a besoin d'une Transit Gateway qui va mettre en relation des multiples VPC. Et là, on parle de dizaines et de dizaines, voire de centaines de VPC. Ici, ensuite, on a des VPC de distribution, dans lequel, par les route tables, on va pouvoir accéder, vous voyez, à du développement, du test, de la production. On aura la capacité de consommer les services en privé via les VPC endpoint. Et on retrouvera ensuite des éléments de partage. On a des comptes de test, des comptes centralisant les besoins d'architecture, les besoins de log, d'analyse. Et puis pour chaque entité qui se crée, pour chaque nouveau projet, hop, ce qu'on appelle les community ou teams, qui sont des zones dédiées. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau projet qui arrive, on déploie ça systématiquement. Et quand je dis systématiquement, ce n'est pas quelqu'un qui, à la main, va dans un fichier. Non, c'est déjà prévu pour. Le chef de projet arrive, il dit, moi j'ai besoin de ça. Il va aller dans Service Catalogue, il va cliquer sur le bouton avec l'option qui va bien, et ça lui déploie son compte qui contient un VPC de test, un de dev, un de prod, et un accès au service partagé. Donc vous voyez l'utilité de faire ça, de pouvoir centraliser. Et ça, ce n'est qu'une partie en fait du projet. Ça, ce n'est que la gestion réseau. Ce qui nous intéresse ensuite derrière, c'est qu'on va s'appuyer sur tous les services qu'on a vus jusqu'ici, qu'on a nommés. Évidemment, une culture plus poussée est nécessaire ensuite pour se les approprier. Je vous accueillerai en formation avec grand plaisir. Où je vous invite à aller regarder les vidéos de Sébastien ou celles du Reinvent sur YouTube. On en a plein.
Donc, on va retrouver tous ces services qui sont pré-manipulés pour nous. Alors, vous ne le voyez pas ici, c'est la nouveauté de la dernière version, la version 1.5 du programme ASEA est compatible avec Control Tower. Ce n'était pas le cas jusqu'au mois de novembre, mais ça y est, c'est fait. Ils ont remis à jour le produit. Donc, l'architecture que vous avez là, c'est la version 1.3. Aujourd'hui, elle est updatée avec le Control Tower. Control Tower étant un service qui va manipuler quasiment l'ensemble de tous ces services-là. Donc, il va me permettre de préstructurer avec AWS Organization toutes les OU dans lesquelles je vais créer des comptes isolés. Et puis, avec AWS Organization, je vais aussi pouvoir mettre des tags. Pour ceux qui me connaissent, vous savez ô combien j'aime les tags. Les tags sont indispensables. Sans tag, pas d'audit, pas de traçabilité. Donc, c'est le chaos absolu. Donc, j'en ai absolument besoin, justement. Ensuite, on retrouvera ici d'autres services. Oui, donc on retrouve la partie réseau. On retrouve le Restore Access Manager, qui est un service assez récent qu'Amazon a introduit l'année dernière, qui permet de partager des ressources AWS entre comptes routes, là où ce n'était pas le cas avant. Donc là, c'est très pratique. Et on retrouve aussi, préimplémenté par défaut dans cette structure, un compte dédié aux logs de façon à les isoler, les garantir. Un compte dédié aux outils de sécurité de façon à les isoler et à garantir qu'ils existent. Ça veut dire qu'à partir de là, vous avez les fondations de votre maison. Maintenant, les fondations de la maison, les murs, l'électricité, ça ne dit pas quelle est la couleur du papier peint. C'est-à-dire que maintenant, ces documents-là, cette expérience-là, va falloir vous l'approprier pour en faire votre propre usage. Je finis sur 2 notes avant de prendre les questions et d'y répondre. La première, c'est que pour nos collègues canadiens, quand ils appliquent ça, ils ont le droit de rajouter des contraintes, mais pas d'en enlever. Sinon, ils ne sont plus aux normes, puisque là, ça répond aux contraintes implémentées par le gouvernement canadien. Si vous l'implémentez chez vous en France ou en Europe, il faudra vérifier ensuite, comparer la réglementation que vous avez appliquée à celle appliquée au Canada, voir les choses communes, voir les choses qui se dissocient et personnaliser le document. Même chose, si vous mettez un cadre très respectable de vos normes en France et que d'un seul coup vous enlevez des règles, vous vous mettez en non-conformité. Donc faites très attention quand vous manipulez ces outils-là. On les pose, on est content, puis on les fait vivre. Au bout d'un moment, on change des trucs, on en rajoute et on peut être tenté d'en enlever. Et si on en enlève, il se peut qu'on se mette en non-conformité sans s'en apercevoir. Alors, je finis avec cette notion-là et puis ensuite, je prends les questions. Il existe dans Control Tower ce qu'on appelle les ground rails qui permettent de cadrer à peu près cette partie-là dans les grandes lignes en imposant des règles systématiques qu'on ne peut pas modifier. C'est ce qu'on appelle les ground rails préventives. Ce sont des permissions ou l'absence de permissions qui nous protègent. Mais attention, ça reste un environnement dans lequel vous vivez. Je vais prendre vos questions. Je pense qu'on va les prendre à l'écrit. C'est une très bonne idée. Et moi, je vais briser la glace, Davy. Déjà, merci pour la présentation, comme d'hab, extrêmement claire. En termes de… Alors, attends, j'admets une personne qui arrive. Oui. Petit bug d'interface, c'est bon. Pour toi, la conformité, qui doit la piloter aujourd'hui? Ça va dépendre bien évidemment des organisations, de leur taille, de leur maturité, mais qui sont les responsables de la conformité pour toi dans une entreprise? Ceux qui existaient déjà. Donc, si tu es dans une entreprise où il y en avait déjà, il n'y a pas de raison que ça change. Ils savent déjà faire le boulot, comme je dis souvent à ces gens-là, vous savez déjà faire le boulot. C'est juste les outils qui vont changer quelques termes. À partir de là, c'est où trouver vos repères, mais n'hésitez pas à continuer. C'est plus contraignant, ta question est plus difficile pour un client qui débuterait dans cette démarche, qui ne saurait pas encore faire. Je ne sais pas si je pourrais répondre comme ça directement parce que ça dépendra de la taille de la structure, ça dépendra de la taille du client, de la taille des équipes. Aujourd'hui, pour une petite structure, quelqu'un qui démarre, ce serait le boulot des architectes en périphérie de leur travail parce que nul ne peut créer une architecture sans comprendre ses obligations, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient légales. Même si on est dans une start-up et qu'on est 5 personnes, il faut qu'on applique la règle. Un freelance qui se lance, il faut qu'il fasse attention aux données des clients qui gardent, GDPR. Donc voilà, quelqu'un tout seul peut avoir à le faire dessus même. Donc ça dépendra évidemment ensuite donc, de la taille de l'entreprise, de la structure et de la capacité à avoir déjà cette spécialité dans les équipes. Ça peut être… Alors, le contrôle, c'est de l'interne, ça peut être aidé par des partenaires ensuite. Là, AWS, c'est ce qu'ils font en fait déjà. Mais en France, on en a aussi. Comment tu évalues la charge
sur cette partie conformité. Alors, on va prendre deux angles radicalement différents. Le premier, c'est comment j'évalue la charge, ou le deuxième, c'est combien de temps je dois consacrer pour gérer de la conformité dans des environnements très mouvants. Je vais répondre à la deuxième par reformuler la question. C'est pas combien de temps, c'est quand je m'y mets. Parce que combien de temps, c'est tout le temps. C'est surtout que je veux éviter ce que j'ai découvert chez les clients, c'était leurs tarifs. Ça fait 1 an qu'ils sont dans le cloud et tu n'as pas un tag. Et là, tu te dis, what the fuck, quoi, comment c'est possible? Demain, vous avez un audit, tout saute. Vous n'avez plus d'accréditation. Ou tu arrives, il y a 2 tags. Et société d'assurance connue. Donc non, c'est pas combien de temps j'y consacre, c'est je m'y mets quand. Ça doit être dès le départ. Ça doit être dès le démarrage dans la définition de l'architecture. Et plus c'est défini tôt, plus ça nous permet de le mettre en place sans impact. Et tu vois que la réponse à la deuxième question, elle vient de ça. C'est que si je dois tout rattraper à l'arrache et tout réparer, ça sera forcément très impactant et gênant. Si je le fais le plus tôt possible, il y a de fortes chances que ça se passe assez bien avec les best practices dès le départ. Et puis ensuite, on réajuste aux besoins. C'était quoi la première partie de la question? C'était comment j'évalue la charge. Alors après, on peut le tourner différemment. C'est aussi combien de temps je m'alloue chaque jour pour le faire. Est-ce que je dois me consacrer 5, 10, 15, 20% de mon temps? Ça dépend de qui je suis et quel rôle j'ai dans l'entreprise. Okay. Si c'est mon boulot à plein temps, évidemment que je vais surveiller ça tout le temps. C'est-à-dire que je vais surveiller les évolutions potentielles. J'ai des équipes de sécurité à côté. La conformité, ce n'est pas forcément les gens de la sécurité. Même si le travail est très commun. Et Sébastien m'enchaîne avec la résilience et de la disponibilité. C'est pareil, ça fait partie de ça. Donc, ça dépend là aussi de la structure que tu as. Mais c'est une part nécessaire. C'est les fondations de ce que je suis en train de faire. Donc, aucun nouveau projet ne devrait pouvoir sortir sans être à minima conforme à un certain nombre d'obligations. Après, tu as des choses obligatoires et tu as des choses optionnelles. Donc après, c'est à définir où est-ce qui est l'obligatoire, où est l'optionnel. Ouais, il y a quand même un gros challenge. Moi, ce que je vois dans beaucoup d'organisations, c'est qu'on a des gens qui viennent du monde on-prem, du monde traditionnel. Le virage vers le cloud, il est compliqué parce que c'est des nouvelles façons de concevoir les architectures, parce que ce sont des nouvelles solutions techniques, parce que c'est un nouveau mindset, parce que souvent on en profite pour casser les silos et pour travailler avec une organisation un peu plus agile. Tout ça fait que ça crée de la complexité. Ce que je vois sur beaucoup de projets, c'est qu'on a des gens qui viennent du monde traditionnel et qui veulent y rester, ils veulent garder les 2 pieds sur terre et surtout pas aller dans les nuages. Et on a d'autres personnes qui sont limite nées dans le cloud et qui, elles, ne veulent plus s'embêter avec le socle on-prem un peu lourd et fastidieux. Le monde sera probablement hybride demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, je trouve que sur ces aspects-là, c'est compliqué. Et donc, la conformité me paraît encore plus compliquée, dû à ce côté très dual et aux 2 populations radicalement différentes avec des façons de travailler qui sont bien éloignées. Le challenge de tout nouveau projet, de toute nouvelle technologie, c'est la culture qui va avec. Le client qui se jette sur l'outil sans comprendre pourquoi il est là et ce qu'il va en attendre, il se plante. Et on a trop de clients qui aujourd'hui se jettent dans le cloud sans comprendre pourquoi ils y vont. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils y aillent, ça veut dire juste qu'ils se posent les bonnes questions avant et que leur vision de ce qu'ils vont faire soit claire. À partir du moment où la culture est là, c'est-à-dire le vocabulaire et la compréhension des concepts, on arrive sur un chemin qui est déjà plus facile à avoir. Mais il s'agit d'un changement. Donc pour tout changement de culture, il y a forcément un impact assez fort. Ok. On a une question de Léo dans le chat qui te demande, quand tu parles de comptes différents pour les équipes service, dev, sécurité, etc., ce sont des comptes AWS distincts ou des EU/user? Très bonne question, Léo. C'est un truc qu'on voit souvent en formation, on distingue. Je parle de AWS Account. Alors, c'est la seule fois où je dirais qu'Azure a un truc de mieux qu'Amazon. Chez Azure, quand vous enregistrez une entreprise, vous avez ce qu'on appelle une souscription et vous avez des utilisateurs en dessous. Chez Amazon, AWS Account, souvent les clients confondent avec IAM User. Donc, quand je dis AWS Account, je parle AWS Account, compte route isolé, totalement dissocié du reste de la planète. Donc, je parle de cette notion-là, effectivement. Et on isole les accounts, les activités, les cycles de vie dans des accounts différents parce qu'il n'y a pas de plus haut niveau d'isolation possible. Et le but étant de protéger ce qu'on appelle le fameux blast radius, la zone d'impact. Si tout est dans un seul compte et que tu as une compromission dans IAM, tu fais tout sauter, tu perds tout. Hors de question. Donc aujourd'hui, on va segmenter dans plusieurs comptes différents, le dev, le test. Si les développeurs, comme ils en ont l'habitude, vont tout me casser en passant, moi j'aime bien les taquiner, et ben ils ne
toucheront que leur compte à eux. Et si j'ai un compte par projet avec des isolations ou par entité, ce niveau d'isolation me garantit qu'il n'y aura pas d'effet de propagation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je surveille d'autres éléments. On peut faire de l'escalade de permission entre accounts, puisqu'on peut faire du cross-account. Donc, il y a toujours des éléments de lien entre accounts. Mais en tout cas, ça me fait un premier niveau d'isolation qui est très, très fort. Donc, c'est ce sens-là. Donc, je parle bien d'AWS Account, compte route, entité globale, et non User IAM, qui IAM, disant, étant dans un AWS Account. OK. Marc, ouais, cloud synonyme de perte de maîtrise de son infra. Bah oui, tu n'es plus propriétaire de l'infra, donc tu ne peux pas vraiment la maîtriser en soi. Maintenant, tu es un fournisseur de cloud. Je veux dire qu'Amazon ne va pas s'amuser à changer la réalité toutes les 3 semaines. Pour que ça marche, pour que ce soit fiable, pour que les gens aient confiance, il faut que l'engagement de stabilité et de visibilité soit là. Alors, je dis souvent à mes clients, non, je n'ai pas confiance en AWS, mais je n'ai pas besoin parce qu'AWS me laisse trouver les indicateurs pour que j'ai confiance moi-même de ce que je fais. Ils sont accrédités par, je crois, au bas mot, 37 organismes d'accréditation sur la planète aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le droit d'aller les embêter dans leur data center, mais par contre, ces organismes, ils y vont, eux. Et ils se privent pas. Le gros bénéfice pour Amazon en termes de stratégie, c'est que plus ils font bien le boulot là-dedans, plus les clients auront confiance. Je dis, c'est le seul frein qui t'empêche d'aller dans le cloud. Un client qui n'a pas confiance, il ne mettra jamais les pieds dans le cloud. Un client qui a confiance, qui a des problèmes de facturation, il ira quand même. Il tâtonnera, il ajustera, mais il ira quand même. S'il n'y avait pas de confiance, on ne serait pas là face à vous aujourd'hui. On n'aurait pas l'explosion qu'on est cloud aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des organismes gouvernementaux, des grandes entreprises privées qui se disent, moi, tu sais quoi, un fabricant d'avions très connu en France, avec qui j'ai bossé, me dit 55 000 employés en France. Hein. Et ils y sont. Ça ne leur pose pas plus de problèmes que ça. Fournisseurs d'électricité connus en France, d'eau, ils y sont. Donc, à partir de là, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir suffisamment d'éléments pour se rassurer. Je ne sais pas, c'est des légendes urbaines. Après tout, si c'est des légendes, ben, c'est du mythe, c'est de la croyance. Moi, la croyance, j'y apporte peu d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est les faits. Qu'est-ce qui se passe? Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas confiance dans un service du cloud, ben, mettez votre sécurité vous-même dessus. Vous n'avez pas confiance aux clés de chiffrement, ben, mettez les vôtres avec. C'est un best practice, ce n'est pas une question d'être pessimiste, c'est une question d'être rassuré et de se dire, j'ai le niveau qui me convient à moi et je me sens bien avec ça. Là, il y a une question de Soyel qui mériterait un débat de plusieurs heures. Je dirais que c'est un autre sujet. Ouais, je suis assez en... Bah oui. Ouais, je suis assez en phase. En fait, c'est une façon de consommer qui est très différente. Tout le marché tend vers ça. Hein. Aujourd'hui, tous les éditeurs de solutions, que ce soit de l'optimisation, de la sécurité et j'en passe, basculent sur un modèle SaaS. Ça, ce sont les attentes des marchés financiers. La valorisation des éditeurs est bien meilleure quand ils sont sur un modèle cloud que quand ils font des ventes traditionnelles où j'achète un produit et pas je le loue. Et ça fait que le marché est en train de se transformer gentiment. Après, la comparaison, elle est compliquée parce que les périmètres changent aussi. La façon dont on design les architectures, la façon dont on consomme le cloud. On voit beaucoup d'entreprises qui font des erreurs en laissant leur service tourner 24/24 et en ne scalant pas de façon automatique. Mais là, ça mériterait qu'on se fasse une session ensemble. Exactement, c'est un meet-up dédié quasiment que tu peux faire juste sur l'aspect ouais. Mais à périmètre égal et bonnes pratiques respectées, le cloud est moins cher qu'une infra on-prem. Maintenant, souvent, comme tu le dis, les clients qui se déplacent dans le cloud, ils font d'autres choses, ils en profitent pour faire d'autres choses. Et donc, on ne peut plus comparer parce que ce ne sont plus des pommes et des poires entre on-prem et cloud. Mais Soyel, merci pour la question. Et là, je pense que tu viens de nous donner des idées sur une prochaine session. Il fallait être là au précédent, surtout. Oui, on a le replay est dispo d'ailleurs sur la partie FinOps. Mais cette question-là, elle est compliquée à adresser. Hein. La comparaison n'est pas toujours évidente. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'en tienne là parce que sinon on va déborder et on va pas pouvoir tenir le timing. Davy, merci beaucoup pour la présentation, pour les échanges. De toute façon, vous pouvez continuer les échanges sur le Slack de Moritos. La présentation sera partagée. Et si vous avez des attentes pour les prochaines sessions, n'hésitez pas. Vous pouvez me solliciter via LinkedIn, email, WhatsApp, Slack, ce que vous voulez. Je répondrai, c'est promis. Et on pourra organiser des présentations. S'il y a des demandes, nous, on est ravis. Sébastien, on me passe la main ?
Merci. David, tu peux me passer l'écran. Voilà qui est fait. Hop, on va partager ça. Moi, je vais moins vous parler d'AWS et je suis content que David l'a fait avant et il a pris certains concepts aussi dont je voulais parler, ce qui me permettra d'accélérer, ce qui est top. On dirait qu'on a préparé ça des heures et des heures ensemble. Mais non, c'est juste beau cette publicité. un peu de hasard. Et puis effectivement, on a l'habitude de travailler ensemble depuis de longues années. Donc, je m'appelle Sébastien. Je vais vous parler de design pattern pour augmenter la disponibilité de vos applications dans le cloud. Ce que vous pouvez faire concrètement dans vos architectures, dans votre code, pour augmenter la disponibilité de vos applications. Parce que il faut que j'arrive à cliquer sur mes trucs, link, une fois que j'aurai mon focus sur la bonne fenêtre, ça ira, voilà. Parce que souvent, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, et vous avez peut-être déjà vu cette vidéo parce qu'elle a tourné beaucoup sur Internet. Vous avez préparé un système, vous avez mis toutes les barrières de sécurité en place, etc. Et puis, il y a un élément imprévu, incontrôlé, incontrôlable, imprévisible, un black swan qui arrive, qui utilise le système d'une façon dont il n'était pas prévu et qui cause une panne, évidemment. Et souvent, cette panne a des répercussions en chaîne sur des choses que vous n'auriez pas nécessairement prévues avant. Vous voyez bien mon écran? Vous voyez la vidéo? David, tu peux faire un petit signe? Ok, d'accord. Je voulais être sûr que je partageais le bon écran dans tous ceux qui sont autour de moi. Et les bugs, les problèmes IT, c'est souvent comme ça. C'est le truc qu'on n'a pas prévu. Il se trouve que quand vous déployez une application moderne, maintenant, c'est une application distribuée. Il y a plusieurs composants, front, back, différents microservices, etc. C'est un système distribué. Et faire un système distribué, c'est compliqué. Et la question n'est pas tellement de savoir quand est-ce que ça va planter, mais comment ça va planter et où ça va planter. Parce que ici, il y a une loi de l'univers qui dit qu'un système va tomber en panne. Voilà, il faut vivre avec, vous ne pouvez pas l'éviter, donc autant l'embrasser, autant prévoir cette panne et pouvoir planifier comment votre système pourrait fonctionner en cas de mode de dégradé. C'est vraiment ça la résilience. La résilience, c'est de se dire, bon, évidemment, s'il y a une guerre nucléaire, que le data center n'existe plus, peut-être que je peux accepter d'être down pendant quelques heures. Mais là encore, il y a moins de s'en sortir et je vais en parler. Mais en fonction des besoins de votre application, quel mode êtes-vous prêt à offrir à vos clients? Quelle expérience êtes-vous prêt à offrir à vos clients? En fonction de toute une série de pannes. S'il n'y a plus de base de données, est-ce qu'il faut vraiment mettre un stack trace Java et une erreur 500 sur votre page web? Il y a peut-être des moyens plus gracieux de gérer cette erreur, d'autant plus que les erreurs dans le cloud, elles sont souvent temporaires et elles ont tendance à revenir. Donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler en mode de dégradation de service partiel, exactement comme cette voiture. Pendant qu'on répare, on continue quand même le service. Ce n'est pas exactement le même service. Dans ce cas-là, il n'a pas la même agilité, la même vitesse que s'il fonctionnait sur ces 3 roues, mais au moins, il n'y a pas d'interruption de service. La voiture, la fourgonnette, dans ce cas-là, continue de fonctionner. Et donc, ici, je vais vous donner une espèce de liste d'un inventaire à l'après-vert, d'un catalogue de design patterns qui n'ont pas nécessairement de lien les uns avec les autres. Certains vont plus être pertinents peut-être pour vos applications que d'autres. Donc, j'essaierai de vous réveiller à chaque changement de section pour dire on a fini de parler de cette pattern-là, on va parler d'une autre. La première, c'est la distribution géographique des services du cloud. Quel que soit votre cloud provider, cloud public, on entend, on est parfaitement d'accord avec Davy, cloud privé, ça n'existe pas. Un cloud public, il a plusieurs groupes de data centers à différents endroits du monde. Chez Amazon, c'est 26, je crois, j'ai du mal à garder le nombre à jour, avec une nouvelle région qu'on vient d'ajouter en Indonésie, et il y en a 3 qui sont annoncés en Europe et Moyen-Orient pour cette année, en Espagne, en Suisse et à Tel Aviv, en plus de l'infrastructure qu'il y a déjà. Donc, le premier choix déjà, c'est où allez-vous déployer? Souvent, c'est proche de vos clients. Et pour certains besoins très spécifiques, peut-être déployer en plusieurs régions. Pourquoi des besoins très spécifiques? Parce que ça voudrait dire qu'une région entière est down. Si vous avez besoin de faire une bascule sur une autre région. Et le système est conçu pour qu'une région entière ne soit pas down, parce que dans une région, on a des groupes de data centers qu'on appelle des zones de disponibilité qui sont interconnectés par un réseau géré par AWS avec une très haute bande passante, une très faible latence. Et donc, la première règle, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Quand vous déployez une application dans une région, répartissez-la sur plusieurs data centers. Et c'est très facile à faire. Il y a des services qui vous aident à faire ça. Mais pensez simplement à ces règles mathématiques. Au plus vous ajoutez des composants qui travaillent en parallèle, eh bien, au plus vous augmentez la disponibilité totale du système
avec la petite formule mathématique là, 3 composants en parallèle, si chaque composant a 99% de temps de disponibilité, 3 composants parallèles, ça vous fait une totale disponibilité du système à 6/9, c'est-à-dire 31 secondes de downtime par an. Donc, ça veut dire quoi? Typiquement, dans une région, vous avez une application web, une base de données. La base de données, vous la mettez en mode multi-easy, ça veut dire qu'il y aura une copie automatique dans une autre zone de disponibilité. Vous, au lieu de déployer votre application monolithe, PHP, peu importe, sur une virtuelle machine, vous la déployez au moins sur 2 dans 2 data centers différents et vous mettez un load balancer devant. Le load balancer, lui, est conçu pour résister à une panne de data center. Et de cette manière, si jamais il y avait une panne, que ce soit votre panne, un bug ou notre panne, un problème d'infrastructure, ce qui n'est pas censé arriver, ce qui arrive extrêmement rarement, mais ça peut arriver, eh bien, automatiquement, le load balancer va détecter que cette instance n'est plus disponible. La base de données va aussi détecter que son maître n'est pas disponible et le système va basculer sur un mode dégradé avec juste 2 instances front-end et une base de données en back-end plutôt que 2. Puis quand la zone de disponibilité reviendra, tout reviendra à la normale. Donc ça, c'est la chose la plus basique que vous pouvez faire, que vous puissiez faire pour que vos applications soient hautement résilientes. S'il vous plaît, ne mettez pas tout sur une VM dans un data center, parce qu'un data center, ça peut s'éteindre, il peut y avoir un avion qui tombe dessus, il peut y avoir un tremblement de terre, une inondation, une panne de courant. Panne de courant, en principe, on ne devrait pas être affecté parce qu'il y a des alimentations redondantes, etc. Mais on ne sait jamais, parfois il y a des chaînes d'événements qui amènent des soucis de disponibilité. Un autre truc vraiment de base, c'est l'autoscaling. L'autoscaling, c'est un service chez AWS et je pense que chez les autres aussi, ils ont des services équivalents qui permettent d'ajouter des machines virtuelles quand la charge de votre application augmente et de réduire la nuit. Et une fonction que j'aime bien de l'autoscaling, moi, pour les petites applications, c'est une fonction qui dit j'ai besoin d'une virtuelle machine. Et autoscaling fonctionne un peu comme le cluster du pauvre. Si jamais cette virtuelle machine-là n'est plus là, pop, il va la recréer automatiquement. Alors, il y aura un petit downtime, le temps qu'il se détecte qu'elle n'est plus là, et puis le temps de la recréer, de la booter, etc. Mais l'autoscaling est un très bon moyen de remplacer vos VM automatiquement, même si vous n'avez besoin que d'une VM pour une application qui n'est pas critique. Et donc ça, ce sont des choses que l'infrastructure fait pour vous. Il suffit de les activer, ça coûte rien. Autoscaling ne coûte rien, vous payez les ressources qui sont générées par autoscaling, mais en soi, le fait d'activer autoscaling ou le fait de déployer 2 VM sur 2 zones de disponibilité différentes plutôt que 2 VM sur la même zone de disponibilité, ça ne vous coûte rien de plus. Donc, ce sont des choses extrêmement concrètes que vous pouvez faire dès maintenant. Assez parlé de l'infrastructure, je change de sujet et je vais vraiment parler de l'architecture de vos applications maintenant. Et cette partie-là, elle est tout à fait cloud agnostique. Vous pouvez déployer ça sur Google, sur Azure ou on-prem. Ce sont vraiment des choses que vous pouvez faire dans vos applications pour que vos applications soient plus résistantes aux pannes. Première chose, découpler et utiliser des calls asynchrones. Vous vous souvenez, peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans, on déployait des grosses applications Java dans des application servers. Vous vous souvenez peut-être de noms comme WebLogic, WebSphere, des choses comme ça, avec des bases de données derrière. Les appels étaient toujours synchrones. Dans mon code Java, je faisais un appel à la base de données, j'attendais que la base de données veuille bien me répondre, et puis je recevais les réponses, et puis j'assemblais ma page et d'autres choses. Ça ne scale pas le synchrone. Si vous avez besoin de systèmes distribués complexes qui travaillent à grande échelle, plutôt que de travailler en mode synchrone, vous travaillez en mode asynchrone. Asynchrone, ça veut dire vous envoyez votre commande au système auquel vous voulez parler, et puis vous continuez à faire autre chose en attendant, et il vous notifiera quand la réponse est disponible. Typiquement, vous faites ça avec des queues, par exemple entre une API et des worker nodes. Plutôt que l'API appelle un job sur les worker nodes, l'API poste un message dans la queue avec un numéro de référence. Un worker node, il prend le message dans la queue, il fait son travail, il met le résultat quelque part, et puis il notifie l'appelant que les données sont disponibles, et l'appelant peut aller rechercher avec son job ID les données. Avantage de ce système-là, vous pouvez scaler la couche API et la couche worker node différemment en fonction des caractéristiques techniques des process qui tournent dessus et des besoins de ces machines. Vous pouvez aussi vous permettre d'implémenter plusieurs queues pour avoir par exemple un système de priorité. Imaginez que vous ayez des clients payants et des clients non payants. On pourrait imaginer que l'API poste les messages des clients payants dans une queue prioritaire où les worker nodes vont chercher en priorité leur travail avant de traiter les requêtes pour les clients non payants. Donc relativement simple à mettre en place.
c'est un mindset, c'est une mentalité. Il faut penser asynchrone. Il faut mettre en place des systèmes de récupération des données après, de notification, pour savoir quand quelque chose est disponible. Sur AWS, ça s'appelle SQS, le système pour gérer les queues à grande échelle, SNS pour les systèmes de notification, et puis il y a d'autres systèmes également qui vous permettent de faire ça. Donc, ne pensez pas synchrone, pensez asynchrone. L'avantage d'un système asynchrone aussi, c'est que il n'y a pas nécessairement de timeout. Vous postez votre message, vous attendez le résultat, et puis pendant ce temps-là, vous pouvez déjà présenter quelque chose d'autre à vos clients. Timeout, justement, j'ai cité le mot-clé. Aïe, 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 aïe. Quand est-ce que vous avez regardé les timeouts de votre connecteur base de données pour la dernière fois? Combien de temps il essaye de se connecter à une base de données avant qu'elle ne réponde pas? En général, je pose cette question en physique et je vois les gens qui lèvent la main. Il y en a très, très peu qui lèvent la main sur cette question-là. Imaginez que vous avez un utilisateur qui appelle une app, de nouveau, une app Java qui tourne sur un serveur EC2 Tomcat et il y a une base de données relationnelle derrière. Imaginez que pour une raison ou une autre, la base de données ralentisse, probablement problème d'IO. C'est souvent des problèmes d'IO, les bases de données, contention disque. Il y a trop de lecture, trop d'écriture. Donc, à un moment, il va y avoir un timeout qui va se déclencher. Et normalement, dans le système, ici, il y a 2 timeouts. Il y en a un sur l'app serveur, sur le runtime de votre application, quel qu'il soit, que ce soit Python, Java ou autre. Il y a un timeout là sur la gestion de la connexion à la base de données. Et puis, il y a un timeout côté client également. Donc, typiquement, un client fait une requête sur votre app prend une connexion TCP vers la base de données ne répond pas, pouf, timeout. Quel est le premier qui va déclencher? Est-ce qu'il vaut mieux déclencher celui de l'app serveur ou celui du client? Bizarrement, et MySQL est un système de base de données extrêmement populaire, bizarrement, les drivers MySQL, en tout cas en Java, ont par défaut un timeout de 0,0, ça veut dire pas de timeout. Ça veut dire que votre app serveur en Java, là, sur MySQL, il ne va pas faire de timeout, et donc c'est le client à un moment qui va dire « Ah, désolé, j'ai pas reçu de réponse, et j'affiche autre chose. » Mais ce n'est pas grave, parce que votre client, vous l'avez bien programmé, donc il reçoit un timeout, il dit « Pas grave, je vais réessayer. » Donc je refais une autre requête, et donc une autre connexion TCP va être consommée vers la base de données, qui ne va pas répondre non plus, et donc après un certain moment, le client va faire un timeout, et puis il va faire un retry, etc., jusqu'au moment où tout le pool de connexion TCP va être épuisé, parce que vous n'avez pas un client, mais vous en avez des dizaines en parallèle qui font ça. Et donc, plus de connexion TCP possible. Dans le meilleur des cas, l'app serveur vous renvoie une erreur 500. Dans le pire des cas, il crash et vous n'entendez plus parler du process. Et donc, dans tous les cas, ce n'est pas une très, très bonne expérience pour l'utilisateur. Donc, mettez des timeouts sur les app serveurs plus petits que les timeouts côté client pour que l'app serveur ait le temps de retourner une erreur qui a du sens pour que le client puisse décider quoi faire, s'il faut réessayer ou s'il ne faut pas réessayer. Mettez des timeouts dans tous les langages. Il y a moyen de mettre des timeouts. Allez regarder la doc, que ce soit du .NET, du Python, du Java, du you name it. Il y a toujours moyen de mettre un timeout, et faites attention aux systèmes qui ont des timeouts infinis par défaut. Oui, c'est toi, MySQL JDBC, je te regarde toi, tu n'as pas de timeout, tu n'as pas de valeur de timeout par défaut, c'est un timeout infini, donc allez en mettre un, ne laissez pas cette valeur infinie. En fonction des langages de programmation, vous pouvez mettre des timeouts dans votre code aussi, parfois c'est simplement une déclaration à mettre sur une fonction, par exemple ici en Python. Donc, j'espère que vous allez retenir une chose au moins de ce talk: mettez des timeouts et allez vérifier vos timeouts. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter cela? Parce que réessayer, c'est bien. Réessayer, c'est super important aussi, surtout dans le cloud. Il peut y avoir des tas de petites erreurs qui sont temporaires. Il y a un truc qui ne marche pas, poup, je réessaye un peu plus tard et hop, ça marche. Et le client n'a rien vu. Donc, réessayer tout le temps. Une best practice pour réessayer, c'est de laisser passer un peu de temps entre chaque réessai. Donc, la première fois, je réessaye après 1 seconde, et puis après 2 secondes, et puis 4 secondes, et puis 8 secondes. Alors, je dis secondes ici, ça peut être des millisecondes et tout, ça dépend de votre use case. Mais attendez de plus en plus longtemps pour ne pas saturer un système qui est déjà mal en point par définition. S'il ne vous répond pas, c'est que votre base de données, elle ne va pas très bien. Si vous la saturez avec des demandes de connexion de milliers de clients en même temps, vous n'allez pas améliorer la situation, vous allez probablement lui donner le coup de grâce fatal. Notez que si tous les clients
font des réessais comme ça, et en attendant un peu, le système d'exploitation, dans mon exemple précis, va lâcher les connexions TCP après un certain moment. Et donc, si le client attend suffisamment longtemps, il y aura des connexions qui sont libres et le client pourra obtenir sa connexion. Mais si tous les clients sont programmés pour faire la même stratégie de retry, il y a de très fortes chances que vous ayez du trafic qui ressemble au graphe de gauche. Là, tous les clients réessayent en même temps. Et regardez, c'est joliment exponentiel. C'est beaucoup de tentatives de reconnexion au début, et puis c'est en train de s'espacer. C'est ce qu'on appelle du exponential back-off, comme je vous ai montré juste avant. Et il est bien implémenté là parce que tous les clients réessayent à peu près en même temps. On voit ce pic de pyramide là qui s'étale dans le temps. Mais c'est un pic. Donc, vous avez tous vos clients qui réessayent sur votre base de données qui est déjà chargée au même moment, même si c'est 16 secondes après, 32 secondes après, ça reste un pic. Donc, comment est-ce qu'on peut lisser ce pic, passer du graphe de gauche au graphe de droite? En mettant un peu de jitter. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est simplement introduire un tout petit peu d'aléatoire. On aime bien l'aléatoire en matière de test et en matière de gestion des erreurs. Plutôt que d'attendre 2 secondes, 4 secondes, 16 secondes, 32 secondes, etc., vous attendez 2 secondes plus 0,1 seconde, un chiffre aléatoire. Et de cette façon, tous les clients vont répartir leur réessai sur une plus grande période de temps. Et donc, ça va lisser le graphe. Vous n'aurez plus le graphe de gauche, vous aurez plutôt quelque chose comme le graphe de droite. Alors, quand je dis implémenter une stratégie de retentative de connexion exponentielle avec du jitter, où là, vous allez me dire, là, il faut un bac plus 7 et un degré d'ingénieur pour faire ça. Mais non, regardez, c'est une ligne de code, là, elle est en vert à l'écran. Time sleep, c'est du Python ici, 2 exposants n étant le nombre de fois où on réessaye, donc exponentiel, avec une petite dose de sel aléatoire, un random ranting entre 0 et 1000 millisecondes, de manière à avoir cette petite touche d'aléatoire. C'est une ligne de code, ce n'est pas très, très compliqué. Et l'algorithme général est assez intéressant. J'essaye quelque chose. En cas d'exception, je regarde, est-ce que j'ai déjà réessayé? Est-ce que j'ai réessayé plus qu'un nombre maximum de fois? Alors là, effectivement, il faut retourner une erreur, il faudra bien décider quelque chose. Sinon, je réessaye, j'attends un peu et je réessaye. Donc, c'est un appel récursif, c'est une fonction récursive. Ça, c'est une très bonne manière de coder vos appels à des systèmes distants distribués. Bien, on va passer sur quelques slides pour des questions de temps, et je voudrais venir avec 2 design patterns pour terminer, qui sont un peu moins courantes, un peu plus subtiles, et qu'on a directement appris de l'expérience chez Amazon. Une des bonnes choses d'AWS, c'est qu'AWS fait partie d'Amazon, et Amazon a 20 ans d'expérience de création de sites web de e-commerce avec énormément de trafic, extrêmement visible et quasiment jamais down. Vous n'avez jamais vu Amazon.fr fermé en disant « Ah, pour une opération de maintenance, on sera fermé entre telle heure et telle heure, revenez faire votre shopping demain matin ». Ça n'arrive jamais. Enfin, si je me trompe, dites-le moi, envoyez-moi, donnez-moi une date, mais à ma connaissance, ça n'est jamais arrivé. Et donc, on apprend plein de choses sur garder des systèmes opérationnels up à grande échelle, 24/24, faire des updates en toute saison, sans pneu neige nécessairement sur ce genre de serveur. Une des choses, c'est faire du load shedding. Alors, load shedding, ça fait très peur aux gens du marketing, et pour être honnête, je n'ai jamais vu de client en France qui faisait ça, à part Amazon, mais ce n'est pas qu'en France, c'est partout. Du load shedding, ça veut dire être conscient de ses limites et dire si on approche de ses limites, je rejette les appels qui sont faits vers moi. C'est-à-dire que consciencieusement, expressément, explicitement, vous allez retourner des messages d'erreur à des appels qui sont parfaitement légitimes, en disant là maintenant, je suis au maximum de ce que je peux faire, désolé, je préfère ne pas vous répondre plutôt que continuer à accepter la surcharge et terminer en burn-out, si je peux prendre une analogie humaine. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, vous savez que si vous avez un microservice, une API par exemple, votre throughput va définir le temps de latence. Au plus vous avez de throughput, au plus vous aurez du temps de latence, au plus il y a de requêtes, au plus le traitement d'une requête prendra un tout petit peu de temps. Donc définissez ce qui est acceptable pour vos clients, le percentile. J'aimerais bien que 99% de mes requêtes clients soient répondues en dessous de ce temps de latence. Et essayer de trouver, et c'est ça qui est difficile dans le load shedding, la bonne métrique pour dire, ben voilà, quand j'approche de mes limites, je décide de ne
jeter la requête. Alors, jeter la requête, ça peut faire peur. Je disais, les gens marketing, en général, ils n'aiment pas. Ce n'est pas nécessairement retourner un HTTP 500. Au revoir, merci. On pourrait avoir des stratégies de backup pour retourner du contenu pré-mâché plutôt que du contenu personnalisé, pour retourner du contenu hard-codé plutôt que du contenu personnalisé, etc. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire retourner une erreur, mais ça veut dire retourner du contenu statique, générique, précalculé, plutôt que quelque chose de vraiment pertinent. L'exemple type, je prends l'engin de recommandation de Netflix, par exemple. Vous savez, vous avez tous les bandeaux avec tout ce qu'on vous a recommandé. Tout ça, ce sont des microservices qui vont faire des recommandations spécifiques pour vous. Si un de ces microservices ne répond pas, ils ne vont pas mettre un carré blanc ou un carré gris sur cette partie-là. Évidemment, non. Ils vont plutôt mettre du contenu qui est spécifique, qui est générique pour tout le monde. C'est-à-dire, plutôt que retourner quelque chose spécifique pour vous, retourner un bandeau pré-mâché qui est calculé, lui, une fois par jour, qui est peut-être une image statique qui traîne sur S3, etc. Ça, c'est du load shading. Attention dans le load shading, choisissez bien la métrique que vous allez choisir, pas rejeter trop tôt, mais pas rejeter trop tard non plus, parce que trop tard, par définition, c'est trop tard, vous êtes déjà mort. Et si vous utilisez des load balancers et que vous avez des pings, donc des health checks du load balancer, assurez-vous à ne pas jeter ce trafic-là, sinon vous allez avoir d'autres problèmes. Vous allez dire à votre load balancer, ah, désolé, je ne suis plus là, et donc c'est le load balancer qui va vous mettre hors du jeu, alors que vous auriez pu encore continuer à jouer un petit temps. Et le dernier dont je voudrais parler, ça s'appelle le sharding. Le sharding, ça consiste à répartir le pool de clients sur des pools de machines différentes. Et vous avez déjà tous vécu ça. Vous êtes sur Twitter, sur Facebook, sur la console AWS, et puis à un moment, vous voyez, tiens, ça ne marche pas, et vous allez voir sur les réseaux sociaux, dites, c'est normal que ça ne marche pas, et les autres vous disent, non, pour moi, ça marche très bien. Il y a peut-être un mec qui va vous répondre, ah oui, pour moi aussi, ça ne marche pas, mais la majorité va vous dire, pour moi, ça marche très bien. Pourquoi ? Parce qu'on fait du sharding. Donc, l'idée du sharding, elle n'est pas nouvelle, c'est compartimenter pour éviter qu'une panne se répartisse sur l'ensemble de votre flotte. Et donc, imaginez que vous ayez des clients, ce sont tous les petites icônes au-dessus, qui font des requêtes qui sont load balancées sur différentes cellules, des groupes d'isolation où vous avez déployé votre application. Et là, les clients sont assignés, par exemple, mon petit canard, là, mon petit poussin, il est sur la cellule 1 et la cellule 2. Imaginez que il y a un client qui envoie une requête non testée, buggée, vous savez, le monsieur qui traverse la rue au début de mon truc, le truc que vous n'avez pas prévu qui fait que votre application server plante et toute la machine plante, et il faut la rebooter. Bien dans ce cas-là, le client, il va réessayer, il va tuer toutes les instances une à une sur la cellule 1, mais il va tuer que la cellule 2. Et le client, il est assigné à plusieurs cellules, donc après, il va réessayer sur la cellule 2. Je suppose que le bug est toujours là, il va réessayer et tuer une à une les instances de la cellule 2, mais il va tuer que la cellule 2 parce que ce client, il n'est assigné qu'à cellule 1 et 2. Et donc, toutes mes autres cellules et tous mes autres clients fonctionnent toujours et ne sont pas affectés par le problème. Vous avez compartimenté une panne à un sous-ensemble de vos ressources. Alors évidemment, ce n'est pas top là parce que j'ai assigné les mêmes clients aux mêmes cellules. Donc, il y en a un qui tue la cellule 1 et 2. Tous les clients avec lui qui sont assignés à la cellule 1 et la cellule 2, ils sont impactés aussi. Pour être plus efficace, il faut un peu d'aléatoire de nouveau. Décidément, on aime bien l'aléatoire. C'est de ne pas assigner les clients. Vous assignez les clients aux cellules de façon aléatoire, de manière à ce qu'il y ait le moins d'overlap possible entre deux clients, que deux clients ne partagent pas la même cellule. Ici, regardez, j'ai toujours mon client fou du roi, la Joker, qui fait sa bad, sa poison pill, sa mauvaise requête, et qui tue progressivement les cellules auxquelles il est assigné, c'est-à-dire la 1 et je ne vois pas l'autre, hop, et la 5. Mais comme ces voisins de cellules, si je peux me permettre, ne sont pas les mêmes, ils ne seront pas affectés de la même manière. Donc, mon mauvais client va tuer la cellule 1, la cellule 5, et les clients qui partageaient la cellule 1 et la cellule 5 avec lui, ils ne sont pas totalement impactés puisqu'ils ont encore la cellule 2, la cellule 4, la cellule 6 qui est capable de servir leurs requêtes. Et donc, certes, les requêtes seront peut-être un peu plus lentes parce qu'il y a plus de charge sur ces cellules à ce moment-là, mais au moins, vous n'avez pas tué la totalité de votre fleet. Comment vous implémentez ça ? Il n'y a pas de magie, il faut faire un proxy ou un ALB sur AWS qui soit capable de
d'assigner un client à une cellule. Une cellule, ça peut être un load balancer et un groupe de virtual machines, ou ça peut être juste un target group dans un ALB, par exemple. Mais il faut cette fonction de hachage, dire en fonction du client, je vais assigner une cell, et cette fonction de hachage doit être faite quelque part. Et puis, il faut un mécanisme de routing qui, en fonction du résultat de cette fonction de hachage, puisse diriger une requête sur un target group ou sur une cellule. Donc ça, vous devez le faire. Il n'y a pas de service qui le fait pour vous. Il y a des briques de base, des Lego, comme a dit David tout à l'heure, mais vous devez développer ça. Il n'y a pas de service pour faire ça. N'oubliez pas la beauté des maths et de la combinatoire. Si vous avez fait de la combinatoire quand vous étiez à l'école, ici on parle de factoriel. La probabilité que deux clients partagent la même cellule est extrêmement faible. Dans un exemple avec 100 nœuds, des cellules qui ont 5 nœuds chacun, il y a 75 millions de possibilités différentes. Donc la probabilité que deux clients partagent la même cellule est de 1,8%, c'est-à-dire que ça n'arrive pas très, très souvent. Et pour relier avec ce que David disait avant, une fois que vous avez ça, vous le testez, c'est-à-dire vous injectez volontairement des fautes dans le système pour voir comment il se comporte, comment les équipes se comportent, comment le monitoring se comporte. Est-ce que vous monitorez les bonnes métriques? Est-ce que vous avez les bonnes alertes en place? Vous faites ça d'abord sur le test, et puis une fois que vous gagnez en confiance sur le test, certains et beaucoup de nos clients font ça sur la prod. Amazon avait commencé avec quelque chose qui s'appelle des Game Day. Netflix est un grand pourvoyeur d'outils open source également pour le chaos engineering, et donc ils fournissent toute une série de scripts qui permettent d'injecter des erreurs. Ça peut être simple, hein, ça peut être changer un DNS, ça peut être arrêter une route, changer la route par défaut sur une instance EC2. Il y a des petites librairies qui permettent d'augmenter la latence sur des connexions base de données pour voir comment votre application se comporte, saturer la mémoire, saturer le CPU, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et depuis un peu plus d'un an, il y a un outil qui vous permet de faire ça de façon extrêmement contrôlée chez AWS. Ça s'appelle Fault Injection Simulator. Vous définissez votre objectif, vous définissez les tests, donc les scripts que vous voulez exécuter, les alarmes à monitorer, et puis vous lancez votre expérience, c'est-à-dire Fault Injection Simulator va exécuter les scripts que vous avez donnés sur l'ensemble des instances que vous voulez regarder, que vous voulez tester, et va monitorer les alertes. Tant que les alertes ne se lèvent pas, c'est que tout va bien, et continue l'expérience. Si les alertes se déclenchent, c'est que le service n'est plus disponible, il revient en arrière automatiquement et il arrête l'expérience. Donc, Fault Injection Simulator, c'est un moyen ordonné, structuré de faire du chaos engineering, comme le montre Davy à la caméra là pour le moment. Voilà, un peu rapide, mais j'espère vous avoir inspiré, vous avoir fait penser à différentes manières de penser l'architecture de vos applications, l'asynchrone, la gestion des time modes, la gestion des retries, éventuellement le sharding ou le load shredding, donc la capacité de jeter, de refuser des requêtes autrement parfaitement valides. Davy en a parlé, Well Architect, c'est une mine d'or parce qu'on va analyser, auditer votre déploiement en fonction de 6 piliers maintenant, dont un qui est le reliability. Et puis la plupart des exemples tirés de cette présentation, et beaucoup d'autres parce que cette présentation peut faire 1h30 également, sont tirés du blog de mon collègue Adrien Hornby, qui est français mais qui travaille là-bas dans le Nord, dans les équipes de Fault Injection Services et de C2 maintenant. Il écrit plein de blogs sur ce sujet de la résilience, de l'excellence opérationnelle, et cette présentation est largement inspirée par ces blogs. Il y a aussi une librairie de contenu Amazon partagée par des seniors principal ingénieurs, donc des demi-dieux chez Amazon, des gens qui pensent les systèmes, qui mettent en place les procédures, les mécanismes après des pannes pour éviter que les mêmes pannes puissent se reproduire une deuxième fois. Donc, ce sont des années et des années de savoir-faire, d'expérience qui sont accumulées dans cette librairie. Allez jeter un coup d'œil sur les articles du Builder Library, c'est gratuit et c'est plein d'informations de ce type-là. Donc, retenez une chose, c'est pas savoir si ça va planter, c'est quand ça va planter, et pas uniquement dans le cloud. Je ne suis pas en train de vous dire que le cloud plante plus que on-prem.
Je dirais même c'est plutôt l'inverse en général. Mais ce que Davy avait dit, c'est qu'il y a une responsabilité partagée. Nous, on s'occupe de l'infrastructure et on fait de notre mieux pour que l'infra soit dispo. Vous devez aussi faire votre partie du boulot au niveau de vos applications, dans les design patterns que vous choisissez et dans la manière dont vous codez vos applications. Si vous voulez en savoir plus aussi, Twitch, Twitter, GitHub, c'est presque tout le temps Sepsto, Sébastien Stormac, Sepsto. Je suis aussi le hôte du podcast AWS en français qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple, Google, Deezer, Spotify. C'est tous les vendredis matins, un nouvel épisode du podcast AWS en français. Dites-moi ce que vous en pensez de ce talk. Donnez-moi vos feedbacks. Vous pointez le QR code. C'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains. Vous n'avez pas de soucis à avoir en matière de sécurité. Sinon, vous tapez eventbox.dev/survey, vous tapez le code qui est là en haut du slide, ça marche aussi. Vous donnez votre feedback de façon tout à fait anonyme et vous pourrez recevoir un code de $25 à faire valoir sur votre compte AWS pour essayer tout ça sans devoir faire chauffer la carte bleue. Les vouchers sont valables jusqu'à la fin de cette année. Et il est 15h20, j'ai fait 41 minutes. Sébastien, bravo et merci beaucoup pour ta présentation. On va se plier aux sacro-saintes questions. Avec beaucoup de plaisir. On a des feedbacks très positifs, en tout cas, sur le chat. Si vous avez des questions, messieurs, dames, n'hésitez pas. Sentez-vous très à l'aise. Et Sébastien, en parallèle, le temps que les premières questions arrivent, je suis preneur de la présentation pour pouvoir la partager sur le Slack derrière. Il y a Davy qui m'a envoyé la sienne en parallèle, donc je vais la partager dans quelques minutes. Et pour la tienne, j'ai aussi fait un screenshot. Je partagerai le QR code en plus de ta présentation pour que les gens puissent scanner ça, mettre leur avis. Uniquement aujourd'hui, hein, le QR code, il ne va pas rester valide très très longtemps. Alors je le poste. Comme il y a des trucs de $25 derrière, tu penses je vais pas le laisser. je le poste. Alors je le poste très rapidement et on laissera chacun faire une petite laisser un feedback derrière. Je vais laisser la parole à Jérôme parce que je vois qu'il n'y a pas des masses de questions là maintenant dans le chat, mais je reste encore pendant 1 heure, enfin 40 minutes connecté avec vous. Donc postez vos questions dans le chat et j'y répondrai par écrit pendant la présentation de Jérôme. Alors, Jérôme, il est de retour. Il a dû s'éclipser, le pauvre. Il avait un meeting entre deux. Jérôme, je te passe la main. Je suis de retour, effectivement. Tu es de retour. Tu es côte. Je t'épingle là-haut. Je te laisse présenter, partager ton écran. Et à toi de jouer pour la présentation de Orca. Ça y est, c'est bon. On voit ton écran. C'est bon, c'est parfait. C'est parti. Parfait. Encore merci Arnaud pour l'invitation. On est très contents. Je vais essayer d'être à la hauteur parce qu'après les deux présentations petits oignons de Sébastien et Davy. Donc nous, Orca, on est une start-up créée en 2018 par des anciens de Palo Alto, de Checkpoint et de l'unité 8200, bien connue de l'IDF. Donc, c'est 8 cofondateurs, Avishwal, CEO, qui était un CTO Checkpoint. Et donc, l'idée, c'est de faire de la sécurité cloud sans agents, parce que jusqu'à présent, il faut déployer des agents, il faut savoir a priori où est-ce qu'on installe ces agents. C'est souvent consommateur de ressources. Donc, je vais y revenir un peu plus, mais l'idée, c'est d'avoir une solution de sécurité multi-cloud. Désolé, les amis, ce n'est pas que AWS, c'est aussi Google Cloud Platform et Azure. Voilà, donc c'est une société qui croît très rapidement, qui a levé 550 millions de dollars en série C. La slide, elle a quelques semaines, mais elle est déjà obsolète. On est plus de 300 maintenant. On recrute sur tous les continents, en APAC, en IMEA et aux États-Unis. On a des investisseurs prestigieux comme YL Ventures, spécialisés dans les startups de cybersécurité et en particulier israélienne, de la cloud, la Startup Nation. Également Capital G, qui est le fonds d'investissement de Google. Pour la petite histoire, Google a remis des fonds en série C en disant voici de l'argent frais pour que vous alliez plus vite. L'industrie a besoin de vous pour sécuriser le cloud. Donc, allez-y et allez-y fort. Également, juste pour information, SVCI, c'est une association de ciseaux de Californie qui investit leur propre argent et ils ont investi dans Orca.
modestement par rapport aux 550 millions de dollars, mais malgré tout, ça veut dire qu'ils croient beaucoup en la techno et ils sont très friands. On participe à beaucoup de récompenses awards, donc on est Cool Vendor Gartner 2021 et également ISV Security Disruptor chez Microsoft Security, avec des très bonnes notes sur les G2, Terra. Donc, les références, donc, bien sûr, beaucoup de startups, mais pas que. Vous voyez Autodesk, par exemple, qui n'est plus une startup, Databricks, NCR, qui fait des distributeurs de billets et des caisses enregistreuses. C'est une société qui a 150 ans, je crois, qui est basée sur la côte est des États-Unis. Raiffeisen Bank, intéressant parce qu'il a fallu montrer patte blanche pour le GDPR. Et donc, avec Raiffeisen Bank, c'est un client depuis une grosse année maintenant et on a passé tous les checks pour être conforme au GDPR. On va arrêter s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, s'il y a des précisions. Donc, jusqu'à présent, la sécurité dans le cloud, comment ça se déroulait? C'était principalement avec des agents. Donc, le souci de l'agent, c'est qu'il faut le déployer. Il consomme un peu de ressources malgré tout. Il faut le maintenir aussi. Et puis, a priori, il faut savoir où est-ce qu'on va l'installer. Donc, on verra un petit peu dans la slide suivante qu'il y a des problèmes de couverture, en fait. Les scanners, c'est très bien, mais ça réside aussi dans le réseau et ça peut engendrer quelques problèmes de configuration ou de performance. Et les CSPM, ce sont principalement basés sur les métadonnées du cloud. Donc, c'est des outils assez simples qui font bien le job, mais qui remplissent des fonctions assez basiques. Donc, nous, on fait du CSPM, bien sûr, mais aussi beaucoup d'autres choses. Donc, comme je l'ai dit, le problème des agents, tout le monde est d'accord que les agents, c'est très bien. Le seul souci, c'est qu'il faut les déployer. Ça consomme des ressources. En coût de possession, ça peut être assez élevé. Ça pose des problèmes en termes d'organisation entre les différentes équipes, l'IT infrastructure, les DevOps, la RSSI. Tous ces gens doivent s'entendre et être sûrs qu'on avance dans la bonne direction, sachant qu'un projet avec des agents, par définition, c'est plus long en time to market, en délivrance de valeur, parce qu'il y a cette partie agent à maintenir. Deuxième problème constaté par les fondateurs et par l'industrie, c'est la multiplication des outils en silo. Donc, c'est un CWPP, c'est un Vulnerability Management, c'est un Patch Management, c'est un CSPM. Chacun a son interface, chacun a ses alertes. Et donc, ce dont on s'aperçoit, même si les solutions sont bien intégrées avec des SIEM dans des SOC, eh bien, il y a énormément d'alertes. Et donc, l'alerte fatigue apparaît et est connue de toutes les équipes qui suivent de près ou de loin la cybersécurité. Donc, nous, ce que l'on propose, c'est une couverture complète sur l'ensemble des clouds. Donc, j'ai parlé de AWS, Google et Azure. En roadmap, c'est même pas en roadmap, c'est trimestre prochain, voire celui d'avant, le suivant. On aura également Oracle Cloud Infrastructure et Ali Cloud en support. Donc, on aura vraiment une couverture presque complète du marché. Donc, la couverture, c'est important pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème comme on peut le rencontrer avec des agents où on couvre une partie du cloud asset. Et puis, le problème, c'est quand on couvre 80 ou entre 50 et 80%, eh bien, je dirais, c'est la sécurité, c'est le chaînon, le maillon faible, le problème de la sécurité. Et donc, bien souvent, les attaquants savent qu'il peut y avoir des problèmes de couverture et donc peuvent s'engouffrer sur ces parties. La compréhensive net, la compréhension, la contextualisation, avoir une vue holistique. En fait, c'est agréger l'ensemble de ces outils qui vont faire de la sécurité cloud afin de pouvoir contextualiser les alertes et de s'assurer d'avoir les alertes les plus pertinentes et les plus prioritaires à régler. Je reviendrai un petit peu après sur la partie contextualisation qui est vraiment très important à nos yeux. Donc, comment ça fonctionne? C'est avec un virtual host éphémère. Et donc,
on se base sur le runtime block storage et les métadonnées cloud, et on va pouvoir cartographier. On a un éditeur mondial de logiciels qui a plusieurs dizaines de milliers de VM, et donc qui se posait la question d'installer un agent. Et déjà, en 9 jours, pour installer l'agent sur ce type d'infrastructure, c'est extrêmement long et coûteux. Et donc là, il a tout de suite vu, rien que pour faire de la discovery, du mapping d'assets, qu'il y avait vraiment un intérêt important à partir sur une solution sans agent. Donc, c'est vraiment sans agent, on se base sur les métadonnées du cloud et le runtime stockage. En fait, on couvre un très grand nombre de solutions. Donc, ça va être la détection de malware, à la fois sur des signatures based, mais aussi avec de l'heuristique. Ça va être la détection de vulnérabilité au niveau du système d'exploitation, au niveau des librairies, au niveau des applications. Ça va être également des configurations non sécurisées qui perdurent et qui exposent des clés ou des problèmes de chiffrement pas suffisamment robustes. C'est des problèmes d'authentification avec des permissions, données à un très grand nombre d'utilisateurs ou de comptes admin. Et on le verra, il y a une évolution qui vient d'apparaître aussi, qui permet de vraiment avoir une visibilité complète sur l'ensemble des droits d'utilisateurs, sur l'ensemble des VM et des assets dans le cloud. Tout ce qui est sensitive data, donc c'est le volet P2I, des mots de passe faibles, des numéros de sécurité sociale qui pourraient apparaître dans des bases de données en clair, et puis également tout ce qui est mouvements latéraux, avec une segmentation mal réalisée ou à améliorer. C'est vraiment, comme le dit notre CEO Avishua, le plus important lorsqu'on fait de la défense, de la cyber, c'est l'hygiène informatique le plus important, s'assurer que les configurations, les niveaux, les solutions sont bien patchées pour que des failles ne soient pas exploitées par des attaquants, des bad guys. Pour information, on a résolu 2 failles 0 day chez Amazon. On a eu une citation alors, ce n'est pas le demi-dieu, comme tu le disais, mais c'est Sébastien, c'est d'autres personnes qui s'occupent de la sécurité chez AWS qui ont cité et qui ont remercié Orca, notre R&D, a découvert des 0 day dans AWS. Et donc, nous, on est les good guys. Ça aurait pu être exploité par des bad guys et AWS était très content. Donc, ça a fait un peu de bruit. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux, mais à disposition, il y a des blogs très complets. Donc, vous pouvez lire toutes les informations. C'est repris aussi par des personnes sur LinkedIn dans des banques françaises. Donc, on est très content. Donc, c'est une multitude d'outils. Donc, je l'ai dit, c'est du CSPM, l'outil assez basique. C'est du Cloud Workload Protection Platform. C'est de la détection de malware. L'inventory d'assets, on va pouvoir en quelques clics configurer la solution et avoir un inventory de tous les assets sur les 3 clouds principaux publics. Du scanning de données sensibles, et on va jusqu'au container, Docker, Kubernetes. Dernièrement, on vient de rajouter, on a plus de 40 frameworks de conformité, et on vient de rajouter CIS Kubernetes il y a quelques jours maintenant dans nos écrans. Donc, 0 impact sur le workload, c'est du read-only. On n'a pas besoin des comptes admin. On va, à partir de lecture seule sur des comptes, pouvoir cartographier et répertorier l'ensemble des cloud assets. C'est aussi sur les hôtes virtuels. C'est aussi sur les containers, comme je l'ai dit. Et donc, pas d'agent nécessaire. On va faire de la contextualisation, mapping de contextualisation de l'ensemble de la full stack, de l'ensemble de la pile applicative de nos clients. Typiquement, là, lorsqu'on contextualise les différentes vulnérabilités que l'on peut rencontrer, on va voir qu'avec un agent, ces 2 serveurs EC2 avec la même CVE, ils vont avoir la même priorité. Or, il y en a un qui est customer facing, qui est internet facing, et l'autre qui est plus, je dirais, infra, et
à l'intérieur de l'infrastructure cloud. Donc, il y en a un qui est plus important et qui doit être prioritisé en tant que mise à jour et de la manière dont on doit s'occuper de ce serveur. Et ben voilà, donc nous, on va vous dire, celui-ci, mettez-le à jour en priorité. L'autre, vous avez un peu plus de temps. Il y a un danger, mais ce n'est pas un danger imminent. Donc, en résumé, c'est 100% de coverage, un outil multiple 8 en 1. On va se concentrer sur les 1% des alertes les plus importantes. Et il y a un très gros volet compliance, conformité en français, avec plus de 40 frameworks, avec des exports possibles, des roues d'accomplissement. Donc, typiquement, on a des anciens d'AWS qui nous ont rejoints et qui disaient que c'était ce type d'informations qui pouvaient manquer chez AWS et ce que l'on peut apporter. Et l'idée, c'est que ça soit en plus multi-cloud. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, comme c'est extrêmement simple à mettre en œuvre, ce qu'on propose, c'est des tests gratuits. Donc, surtout, n'hésitez pas. En next step, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de tester. C'est même disponible en accès gratuit. Lors de la présentation précédente, en début d'après-midi, il y avait le VP EMEA qui disait même si vous ne voulez pas que Jérôme intervienne, vous voulez faire le test tout seul sans commercial, n'hésitez pas, c'est possible. C'est tout à fait envisageable. Il suffit d'aller sur notre site et vous pourrez tester la solution par vous-même. Les compliance, je l'ai dit, 40 frameworks, donc GDPR, ISO, SOC 2, NIST, PCI DSS, et puis 40, donc j'en oublie. Et puis, si vous avez même vos propres frameworks, vous avez la possibilité de customiser les interfaces avec des language queries extrêmement simples pour pouvoir faire des requêtes et vous apercevoir si vous êtes conforme avec vos frameworks particuliers industriels de votre industrie. L'intégration, donc single sign-on avec l'ensemble des SIEM, avec beaucoup de SIEM du marché, pas l'ensemble des SIEM du marché. Tout ce qui est service management, on va pouvoir s'interfacer avec Jira ou ServiceNow. Et puis tout ce qui est communication avec Slack, PagerDuty, Opsgenie. Quelques case studies, mais bon, c'est même plutôt des citations de clients qui sont très contents, qui ont pu expérimenter la techno, qui ne pensaient pas que c'était possible d'avoir une visibilité aussi rapide et aussi exhaustive de l'ensemble de leur asset cloud. Et puis, voilà, ce que je vous disais, l'éditeur de logiciels qui va pouvoir scanner plusieurs dizaines de milliers de VM. Voilà, il y a la mise à l'échelle sans problème. On utilise le cloud AWS également pour notre production. Peut-être que je peux vous montrer un petit peu des interfaces sans parler de démo, mais au moins vous ayez une petite flavor de ce qu'il en est. Vas-y, Jérôme. En sachant qu'on aura une présentation technique sur une des prochaines sessions, puisqu'on a des gens qui sont très aficionados des présentations et des démonstrations un peu en profondeur. Donc, on prendra une demi-heure lors d'une prochaine session pour pouvoir vous présenter en détail ce que Orca fait. Mais vas-y, Jérôme, prends quelques minutes pour présenter le dashboard. Voilà, exactement. Quelques minutes. Ne parlons pas de démo. C'est vraiment, comme tu l'as dit, Arnaud, lors d'une prochaine session où il y aura un collègue technique qui pourra présenter un peu plus en détail et répondre à vos questions aussi techniques. Donc, l'idée, c'est d'avoir un dashboard assez épuré qui indique un certain nombre d'informations. Donc, la partie malware, la partie vulnérabilité, les différents outils que l'on peut proposer. Si on va, par exemple, sur la partie conformité, on va voir l'ensemble des frameworks supportés, la possibilité de personnaliser certains frameworks, la possibilité d'avoir ce que j'indiquais, les progressions par rapport au framework de conformité, savoir où est-ce qu'on en est, faire des filtres par rapport à certains comptes AWS ou des comptes Azure, suivant les cloud providers également. Qu'est-ce que je peux vous montrer? La version bêta des dashboards concernant les configurations IAM et accès utilisateur.
Donc voilà, vous avez également la possibilité de voir quels sont les différents, le nombre d'utilisateurs, le nombre de groupes, les policies également, suivant les comptes. Là, on a également, pour nos amis intégrateurs et pour les très grands comptes, la possibilité d'avoir une offre entre guillemets MSSP qui va permettre d'avoir des vues ségrégées par rapport à certains environnements pour certains utilisateurs. C'est vraiment un outil qui va permettre de réconcilier les différentes équipes d'infra, de sécurité, de DevOps pour être le plus efficace possible et avoir des remontées d'alerte et de faire alors, je ne suis pas expert, du shiftless. Excusez-moi si j'écorche un peu tous les acronymes, mais c'est vraiment l'idée, c'est de s'intégrer et de permettre une meilleure efficacité des équipes en charge de la sécurité et des déploiements dans les infras cloud publics. Là, on a des vues vraiment détaillées sur les environnements serverless, par exemple. Voilà, en quelques mots, qu'est-ce que je peux vous… Ah bah oui, ce que je vais vous montrer, c'est la partie intégration, settings. Voilà, donc c'est en trois étapes, que ce soit en AWS avec, on va générer un ARN que l'on va rentrer là et ensuite possibilité en mode batch également si on a plusieurs dizaines de comptes. En Microsoft Azure, c'est avec le Tenant ID. Et puis, sur la partie Google Cloud, il y a un tout petit peu plus de configuration, mais possibilité aussi de réviser l'ensemble des règles aussi et des politiques, des policies pour accéder aux différentes informations. Les intégrations, donc on l'a dit, il y a un API, RESTful API. On peut faire du SSO, du webhook pour le DevOps, tout ce qui est CIEM, SOAR. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, en quelques mots, en quelques minutes, l'interface. Bien sûr, je suis à votre dispo pour aller un peu plus en avant, pour vous montrer un peu plus en détail la techno ou lors de la présentation avec Arnaud. Ouais, on le fera une prochaine fois. Jérôme, t'embête pas parce que si on rentre dans les questions techniques, je pense que tu vas être dans l'embarras. Et oui, tout à fait. Chacun son job. Exactement. Écoute, merci beaucoup pour la première overview de l'interface. Est-ce qu'il y a des questions pour Jérôme, en sachant que Jérôme a précisé que le produit pouvait se tester assez facilement. Il y a un formulaire directement sur le site de Orca, c'est orca.security. Et derrière, vous pouvez évaluer ça assez facilement. Je partagerai toutes les coordonnées de toute façon. Si vous avez besoin d'aide, Jérôme pourra vous mettre en relation avec ses camarades techniques. Tout à fait. Et s'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on aura réussi à tenir le timing. On va pouvoir libérer tout le monde avant 16h pour que chacun puisse prendre un petit café avant peut-être le call, la visio de fin de semaine à 16h. Merci beaucoup à Sébastien, Davy et Jérôme pour leur temps, pour la qualité des présentations. Session hyper dense, mais très intéressante. Je vais partager un lien pour le replay. Donc, si vous avez des camarades qui veulent regarder ça durant le week-end ou les longues soirées de fin d'hiver, bientôt printemps, ce sera avec plaisir que vous pourrez transmettre ça. N'hésitez pas à partager le Slack. Il y a un peu de matière dessus. Si des gens ont besoin d'aide, recherchent des compétences, des présentations, veulent partager des feedbacks, ça sert à ça. C'est ouvert à toutes et à tous. Et suivez aussi la page LinkedIn pour avoir les prochaines sessions. On se reverra en avril. En avril, on aura une session orientée RSSI. On va partager avec deux RSSI des clés, des recettes pour devenir RSSI quand on ne l'est pas. Et il y aura aussi une ouverture sur la fin sur que faire après avoir été RSSI, vers quel type de métier je peux m'orienter. Donc, on aura une session où on abordera ces aspects-là. Mais il y aura aussi de la technique. On aura des démonstrations, peut-être une démonstration avec un des camarades de Jérôme. Et sur la session d'après, je pense qu'on va se faire une session sur la partie cloud versus on-prem, combien ça coûte. Et on appellera Jean-Pierre Pernaut pour nous filer un coup de main là-dessus.
Bon, en tout cas, c'était une blague un peu nulle pour finir. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Ravi d'avoir passé ce petit moment avec vous. Désolé pour les quintes de tout. Promis, ça finira par partir. Et puis, on se suit sur les réseaux sociaux. On se suit sur le Slack. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. À bientôt. Merci. Bye bye. Ciao.